Ah, ça faisait une éternité que j'avais pas touché à ma guitare. Je me suis réconcilié avec, en fait, là. Ah, tant mieux. Souvent, il suffit de se souvenir qu'on a eu ça un jour dans les mains. Ah, je crois que je vais lui faire l'amour ce soir, hein. C'est une petite Ibanaise, toute fine, toute sympathique. Ouais, on s'attache à ces bêtes-là. Ouais, mais il y a des fois, je me dis que le problème, c'est que quand on joue toujours sur le même instrument, sur la même guitare, eh ben, on a envie de changer. C'est un peu comme quand on a envie de tromper sa femme, quoi. Ouais, tu sais, j'en ai plein de guitares et finalement, je joue toujours sur la même. Ah, moi, j'aimerais bien changer parce que je suis toujours sur une classique depuis très longtemps et je pense que je pourrais vachement progresser si je changeais de guitare, quoi. Vraiment, ça m'obligerait à changer de manière de jouer. Bah, puis ça dépend de ce que tu veux faire. Oh, j'ai envie de me faire plaisir, quoi, c'est tout, hein. Mais le problème avec, la musique, des fois, avec les instruments, c'est qu'on tourne en rond et on se fait plus plaisir. Avec la musique, on se fait plaisir quand, on s'impressionne soi-même quelque part, hein. Ouais, ça va, moi, j'ai passé ce cap-là, bon, il y a longtemps. Ah, moi, je tourne trop en rond. Je tourne en rond, donc au bout d'un moment, ma guitare, j'ai envie de l'acheter et puis prendre un. Là, je me suis mis au ukulélé, par exemple, un petit peu. Ouais, c'est sympa. Ouais, ça change. Il y a moyen d'apprendre d'autres rythmes, d'autres manières de jouer, quoi. Il y a le banjo aussi. Oh, alors ça, j'aimerais bien essayer, ouais. Oh, ça doit être excellent, le banjo. Ouais, maintenant, ils en font des 6 cordes. Comme la Ouais, guitare. ça coûte cher, les instruments. Non, on a à 150 €. À 150 € le banjo, putain, ça. Livré Franchement, chez j'aurais des toi. doutes, hein. Bah, j'en ai acheté un, il marche très bien. Je m'étais acheté un, comment je disais tout à l'heure, là, un truc à 20, 40 balles, quoi, mais le truc il valait que dalle, c'était un truc payé à Lidl, quoi. Ah Un ouais, ukulélé à 50, 60 balles, ça vaut rien. tu vas avoir le même chez Thomann, c'est des vrais, et ça te coûte 15 €. Ah, et putain, bah, moi j'en ai vu un, j'ai joué sur un ukulélé d'un de mes potes musiciens. Lui, il l'avait payé 120 ou 240 €. Ah ouais, c'est Oh, comme tout, mais ça. c'est une perle, quoi. Oh, tu fais une note, elle est nickel, quoi. Ah bah après, c'est comme tout, si tu prends un Fender, un machin, c'est comme en voiture, hein, si tu prends une Rolls, c'est pas pareil qu'une 2 chevaux, hein. Mais Ouais, bon, maintenant, à des prix raisonnables, il y a des bons instruments. Après, il faut travailler un peu, quoi. mais quelque part, c'est bien d'avoir des instruments de merde parce que ça oblige à jouer Là, correctement, quoi. regarde, Thierry, il t'a montré, on a un 118 là, c'est un Oh 4 cordes. putain, ouais, ça va, c'est abordable, hein. C'est un 4 cordes, là, hein, c'est un peu, ça te change le truc, du coup. Mais en 6 cordes, comme une guitare, il est à 150, 160. Attends, Allez, bonsoir tout le monde. Excusez-moi de vous interrompre. Salut! Vous avez du commerce? Il est quand même vachement tard. Je pensais arriver plus tôt, mais il est presque 9h moins 10 chez vous. Comment ça va? Ça va. ouais, petite forme, hein, tranquille. Bon, Alors, ce soir, de quoi ça s'agit, j'allais dire? Vous êtes en train de parler de musique, là? Ouais, ouais, on était en train de jouer en t'attendant un petit peu et tranquille. Ok. Alors, il y a des nouveaux, là, jouer des noms que je connaissais pas. Ouais, moi c'est la première fois que j'apparais sur le chat, hein, enfin en vocal, hein. J'étais sur le chat tout à l'heure. Tu dois un petit peu me situer, Jim, un peu discuter vite fait de loin. Ouais. Bon, du coup, tu connais ma spécialité un peu. Non, pas du tout. Oh, bah l'écologie, les chemtrails, et puis peut-être un peu tout le reste, la politique, le militaire, enfin moi, bon. Ah oui, c'est toi qui as posté un truc sur les chemtrails. D'accord, ça y est, ça me revient.
Ah ouais, j'ai bourré plein d'informations dans géo-ingénierie pour essayer de faire un peu le tri entre les facs et puis les vrais. Là, j'essaye d'attaquer un petit peu les vrais phénomènes, mais il y a vraiment du ménage à faire. Hein. Alors justement, tiens, ça tombe très bien. Si tu es un spécialiste de la question, qu'est-ce qu'on peut en retenir globalement et de manière simple Alors, globalement, moi je dirais que, pour reprendre le mot, c'est que en fait, la géo-ingénierie de manière globale, pour moi, elle n'est pas, c'est pas prouvé, c'est pas officialisé du moins, et que toutes les géo-ingénieries qu'on a actuellement, elles sont surtout locales, c'est-à-dire faire tomber la pluie, empêcher la pluie, etc. Mais de manière globale, on n'arrive pas à gérer le CO2. Alors, on n'arrive pas vraiment à gérer le refroidissement de la planète globalement. Et puis après, il y a aussi Les gars, venez la... venez Oula, à il le y a un truc toit qui arrive. salon général. Venez les gars, et vous rejoignez tous mon Discord. Kikou, lol, De quoi t'as quoi toi? Gamer 935, t'as pas l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe? Il est reparti. Ok, bon, on avait vraiment affaire à un Kikou lol. Il est parti parce que je l'ai expulsé. Ah ok, bon au moins c'est fait. Juste pour finir ma phrase, c'était que après il y a une autre théorie sur la chemtrail, etc. que là je suis vraiment sceptique, c'est pour empoisonner la population. J'ai débunk il y a pas longtemps un article là-dessus qui disait la NASA envoie des microparticules, enfin des particules dans la ionosphère pour entre guillemets rendre les gens cons. Mais la ionosphère, elle est à 80 km de hauteur. Et ce que j'ai dernièrement posé en géo-ingénierie ou etc., c'est des avions qui sont capables d'épandre, mais de manière rase-motte. Hein, parce que, par exemple, vous devez connaître le pont Saint-Esprit. Le pont Saint-Esprit, ça n'a pas très bien marché. Et enfin, quand on veut toucher la population, il faut épandre de manière en dessous de la troposphère et pas au-dessus de la troposphère, voire la ionosphère. Donc il y a vraiment un tri qu'il y a à faire et à éviter de tomber dans... ça devient un peu n'importe quoi au bout d'un moment, quoi, parce que l'atmosphère, c'est vraiment un lieu qui est immense et il faut savoir faire le tri, quoi. Pas dire trop n'importe quoi. Comme je vois souvent, donc il y a vraiment un tri à faire qui est énorme. Bah oui, c'est sûr qu'il y a un tri à faire, mais par contre, en ce qui concerne les particules nocives, il y en a dans les chemtrails. Ça, c'est quand même. Oui, il y a des particules nocives, hein. Ça, je suis pas contre. Hein. Mais alors, moi, mon point de vue aussi là-dessus, c'est que ces particules nocives, alors comme je débattais avec Vic, là, je me suis engueulé, je sais pas combien de fois. Ce qu'il y a, c'est que les particules nocives qu'on a que les scientifiques ont étudié, c'est du baryum, du strontium, de l'aluminium, et tout ça, en fait, on le retrouve dans le gasoil, dans le fuel. À part le strontium, mais le strontium, lui, il est aussi là de manière naturelle. Donc, en fait, je pense que les fibres qu'on a analysées scientifiquement, c'est un amalgame de pollution qui viennent d'une post-combustion de carburant et d'où l'amalgame. Le problème, c'est que ça peut venir de pollutions très différentes. Alors, il y a vraiment une corrélation qui est faite au niveau post-combustion des avions, mais il y en a une partie qui vient d'ailleurs, je pense. Et là, bon, je vais laisser un peu parler, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Enfin, en tout cas, je me rappelle le rapport scientifique dans le tout début des années 2000 où il y avait des souches de virus inconnus, des bactéries, des pneumocoques, il y avait tout ça aussi. Hein. Sans parler. Ouais. Ouais. C'est juste, mais alors je ferai un petit détail là-dessus, c'est que en fait une particule, une microparticule, elle peut transporter d'autres particules. En fait, il va y avoir vite des amalgames. Par exemple, une microparticule de PM10, enfin assez grosse, un pollen, on va dire,
voire un hydrocarbure brûlé, il va amalgamer avec lui des particules de pollen qui vont amalgamer des particules de grippe, de tout ce qu'on veut. Donc en fait, on a une pollution qui a tendance à se regrouper. Et à plus on va avoir des particules dans l'air, et à plus on a des risques de maladies qui vont se transporter via. En fait, c'est comme une voiture, une microparticule. Ça se promène et puis ça transporte qui on veut. Bon, d'accord, très bien. Merci pour cette mise au point. C'est important. De toute façon, moi, je me souviens au tout début des années 2000, quand j'ai repéré le phénomène et que j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai bien mis, sans mentir, entre 4 et 5 ans pour que ça commence à trouver écho. Il y avait très très peu de monde qui me croyait. Je me demandais à la base si c'était pas moi qui me faisait des films. Ouais, mais il y a de quoi. Moi, je sais pas quel âge t'as. Moi, j'ai 34 ans, pour tout dire. Mais j'ai vu ce phénomène arriver. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, de tomber sur des gens qui m'ont formé, on va dire, à la science physique, à certaines choses comme ça, qui m'ont beaucoup appris à ce niveau-là, et qui à la fois tapaient contre les conspirationnistes, comme tu disais dans ta vidéo, tout comme ils se faisaient taper contre les zététiciens, les anti-conspirationnistes. Je pense qu'il y a vraiment de l'eau à mettre dans son vin et d'essayer de percevoir la réalité qui est entre les deux. Une microparticule, elle va transporter énormément de maladies. Les chemtrails, tous ces trucs-là, ça existe depuis très longtemps, seulement l'aviation a augmenté énormément. Et le problème, c'est que le fuel a aussi évolué. Et je pense que tout se passe au niveau du fuel aujourd'hui, et c'est très inquiétant parce que autant je parlais tout à l'heure de Jet A1 qui est utilisé dans la plupart des avions commerciaux, mais je me demande si le fuel qu'on utilise dans nos voitures aujourd'hui, il n'est pas un peu près de même nature, avec des nanotubes de carbone qui ont été retrouvés entre parenthèses dans les poumons des Parisiens. Et plein de choses qui vont se regrouper autour, comme je disais tout à l'heure, un peu, une microparticule, elle va faire du covoiturage avec d'autres particules. Donc on a vraiment une salade de particules et c'est très difficile de savoir d'où elles proviennent. Et le problème, comme je disais à méthode, je crois tout à l'heure, c'est que malheureusement on a supprimé une station de relevé de microparticules inférieures à 10 ppm, donc les 2,5, elles ont été supprimées à Paris. Donc en fait, on a pété le thermomètre pour dire il n'y a plus de problème, il n'y a plus vraiment de pollution. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe au niveau écologique, au niveau de la santé, et malheureusement c'est un petit peu parasité par des théories qui vont aller un peu trop loin, alors que on a déjà un problème à la base, vraiment à la base des choses. Je sais pas si on va trop loin. Moi, j'ai pas l'impression qu'on aille trop loin. Je crois même qu'on est toujours un peu en deçà de la réalité. Moi, j'ai vu les épidémies de pneumocoques débarquer dans le sud de la France suite à ces épandages. J'ai constaté les mêmes épidémies en banlieue parisienne. Partout où ça épandait à fond, il y avait des épidémies de pneumocoques. On a beau dire ce qu'on veut. Moi, je crois qu'on est en dessous. Mais là où je te contredis pas, c'est qu'en fait, on injecte dans l'atmosphère des microparticules qui vont faire du covoiturage avec d'autres. Donc en fait, on se retrouve avec des microparticules d'hydrocarbures brûlés qui vont prendre du pollen et qui vont prendre d'autres trucs. Il y a un documentaire que j'ai diffusé sur le groupe de géo-ingénierie, etc., où il y a eu une étude qui a été faite vite fait pour les métros, par exemple, parce que quand le train du métro il freine, il va user les particules, il va émettre des particules d'aluminium, tout comme nos freins de voiture, tout comme plein de choses, et en fait on se retrouve dans une salade complète de microparticules, et là les maladies elles vont être vachement plus facilement véhiculées. Donc je
je contredis pas ton point de vue. À la limite, je corrobore complètement avec. Seulement, là où je mets un bémol, c'est que il faut pas regarder forcément des choses qui se passent à 80 km au-dessus, comme je disais j'ai débunké vite fait un article là-dessus qui parlait de la ionosphère, mais ce qui se passe dans la ionosphère, c'est vraiment différent de ce qui se passe dans la troposphère, voire en dessous. Mais c'est très grave hein, ce qui se passe. Mais seulement le problème, c'est que le sujet a complètement été parasité par des théories, je dirais, complotistes, même si ça fait pas plaisir. Hein. Et comme je te disais, même moi, j'ai été traité de complotiste. Mais seulement, il faut arriver à faire la part des choses. Non, mais enfin, pourquoi ils nous cachent ça? Et puis il y a la théorie aussi que, ok, c'est pour le climat et qu'ils savent pertinemment que ça va empoisonner les gens et qu'ils n'en ont rien à faire. Alors, bonne question. Pourquoi ils nous cachent ça? Je me suis posé la question et je pense qu'elle est facile à répondre. C'est dans le sens où, en fait, déjà en France, on a quand même du tourisme à protéger et on va pas lutter contre les avions. Il faut pas lutter. D'ailleurs, la station de microparticules de PM inférieure à 2,5, elle a sauté parce que il y a des gens de l'automobile qui ont mis la pression à Hidalgo, je sais plus quelle nana qui était la maire de Paris, en disant bah écoute, si tu continues ta politique contre les automobiles, tu seras pas réélu. Donc il y a vraiment une pression des industries. C'est du business avant tout. Et donc il n'y a pas vraiment de but d'empoisonner les gens. C'est juste le but, c'est de faire du business. Et puis là, on est prêt à sacrifier, faire des cancers aux gens, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du tourisme, il y ait des achats, des ventes, etc. Ouais. Bah ça c'est ton point de vue, mais moi je ne partage pas, parce que moi je suis persuadé qu'il y a un plan non pas peut-être pas d'empoisonnement des gens, mais d'affaiblissement. En tout cas c'est certain, avec les saloperies qui nous balancent, notamment les métaux dont tu as parlé, qui sont des perturbateurs endocriniens, et tout est fait pour qu'on nous affaiblisse le système immunitaire de toute façon. Oui, alors j'ai regardé d'un peu plus près, vite fait. Alors dans les métaux qu'on a dans les chemtrails, on a par exemple le barium qui est présent dans le fuel. Alors le barium, j'ai pas encore vu ce qu'il faisait. Le strontium qui n'est pas présent dans le fuel jet A1 vu les analyses de Analytica. Le strontium en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer plutôt le développement des os. Il y a quoi? Il y a l'aluminium qui va attaquer de manière cérébrale, hein, donc Alzheimer, etc. Ça c'est peut-être le pire. Hein. Mais l'aluminium, il faut savoir quand même que c'est le métaux le plus présent partout. Alors j'entendais, oui, il y a Monsanto qui a sorti un OGM résistant à l'aluminium. Ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est en partie lié peut-être effectivement à notre propre pollution. Mais c'est aussi du fait que, d'ailleurs, j'ai cru entendre dire que, je conseille à tout le monde, si vous voulez acheter du thé, prenez du bon thé, un thé qui a son prix. Parce que le problème, c'est qu'un thé pas cher, en fait, ils vont récolter la plante à la base. Et à la base de la plante, c'est là qu'on trouve le plus de métaux lourds. Donc, on a une pollution qui est là depuis longtemps et qui s'accumule. Et effectivement, il y a quand même un effet grave. Mais je pense que c'est pas voulu, c'est juste une conséquence. C'est pas un but. Là, il y a quand même une différence à faire entre le but et la conséquence. Parce que le but. Je sais pas, moi, en Deux-Sèvres, il y a des moments où je vois certains, parce que je surveille assez régulièrement, donc je me balade. Tu vois les avions, c'est pas des avions de tourisme qui traversent pour aller en Afrique, tu vois, ils sont vachement plus bas. Et puis il y a des moments, tu trouves des filaments partout, comme si c'était des toiles d'araignée. Et d'après ce que j'ai suivi sur certaines vidéos, dans ces filaments, il y a des protéines bizarroïdes qui ont été transformées génétiquement, qui peuvent et il y a aussi cette maladie là qui est apparue, les Morchelon. Ouais. Alors si tu veux,
où c'est complètement bouclé, il n'y a pas d'infos là-dessus, on communique pas. Oui, À le part problème, sur Internet. c'est que, d'ailleurs, je te corroborais, il n'y a pas d'information là-dessus. Si tu peux m'envoyer des analyses scientifiques sur la question, alors là, je suis vraiment ouvert, parce que comme je commençais un petit peu à m'engager je peux pas parce que moi, je suis plein de trucs, tu vois, je tape à droite, à gauche, j'essaie de réfléchir. Moi, pareil. Hein, après, j'ai aussi du personnel qui est bien rempli, donc c'est pas toujours évident de faire. Mais alors, pour recadrer un petit peu le truc, parce que moi, j'ai quand même critiqué le phénomène, dans le sens où, pour moi, je n'ai pas vu, je vois pas le lien entre Morgelon et Chemtrail, dans le sens où Morgelon, c'est soit du bactériologique, soit du nanotechnologique. Or, justement, nanotechno, voilà. Oui, mais ce qui sort des avions, il y a des trucs qui sont liés à la nano, avec les ça et des. Ouais, mais ce qui sort, en tout cas, des réacteurs d'avion, tout comme Analytica a fait son truc là, tu sais, Analytica, ils ont vu des fibres et ils ont analysé. Et ces fibres, comme je demandais un petit peu dans le débat, est-ce que le type, il a pu passer à côté d'une forme de nanotechnologie? Et non, c'est compliqué quand même à défendre comme point de vue, parce que ce qui sort du réacteur, d'une part, ça peut pas être bactériologique, et d'une autre, ça peut vraiment très très peu de chances d'être des nanorobots, dans le sens où il faudrait qu'ils résistent à la turbine. Hein. Ah oui, non mais attends, il n'y a pas les épandages, quand ils font des épandages, c'est pas des réacteurs qui crachent le machin, c'est un tuyau. Oui, alors là, du coup, avec un disperseur, je sais pas, il doit y avoir des trucs pour que ça soit efficace. Alors oui, là, du coup, on rentre vraiment dans le chemtrail, parce que j'aurais envie de faire évoluer un petit peu la dénominologie, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais ce qui sort des réacteurs, ça va être du pétrochemtrail, dans le sens où ça va être une pétrochimique avec condensation. Par contre, dans un épandage pur et dur, ça va vraiment être du chemtrail, voire du chemcontrail, hein, parce que si tu balances des bactéries, que ce soit bactériologiques ou nanotechnologiques, il peut y avoir condensation autour, donc on peut appeler ça aussi chemcontrail. Hein. Bon, s'il n'y a pas de condensation, si tu balances les particules comme ça, ok. Le truc, c'est que vous devez connaître, je crois que je l'ai cité tout à l'heure, le pont Saint-Esprit. Quand ils ont pulvérisé du LSD en France, je sais pas où là. Le truc, c'est que quand on veut pulvériser, comme j'ai montré dans la géo-ingénierie, des trucs pour toucher la population, il faut que ce soit en rase-motte. Et il faut pas que ce soit dans la troposphère, parce que sinon les retombées, tu peux pas vraiment les calculer. Et donc il faudrait capter des avions qui soient en dessous des normes et qui bombardent vraiment la population pour l'atteindre vraiment, hein, parce que sinon balancer ça dans la troposphère, tu tapes vraiment au hasard, et quand on voit le nombre de gens qui sont touchés par les morgelons, ben c'est très très faible. Et encore là, je vois pas vraiment les raisons, parce que les gens ils en meurent pas, quoi, même pas à petit feu. Ça fait quand même un petit moment que ça dure. Enfin moi ça fait 5 ans peut-être que je suis ça. Bon, empoisonner la population. D'ailleurs je me demandais à quoi bon empoisonner la population alors que la démographie elle chute. Et ils ont juste à nous laisser crever en fait. Hein. Ils ont même pas à nous empoisonner les mecs. Bon, le fait est qu'ils font ça depuis les années fin 90. Ils le font dans le secret. Personne n'en a parlé dans les médias jusqu'à il y a peut-être 2-3 ans, où ils ont avoué qu'ils le faisaient en Chine pour faire tomber la neige sur des villages où il n'y a jamais eu la neige de leur vie. Ils le font pour faire tomber la pluie au Maroc, ils l'admettent, mais ils n'admettent pas qu'ils le font en France, ni en Occident, ni aux États-Unis. Donc s'ils le cachent, c'est qu'il y a complot. Moi j'ai entendu des sénateurs américains qui sortaient du Sénat et qui l'avouaient, qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça, donc ça veut bien dire qu'ils le font.
Donc il y a complot, et s'il y a complot, c'est qu'il y a anguille sous roche. Je vois aucune raison de le cacher. Alors là, le problème, c'est que tu mélanges pas mal de choses, parce qu'on était en train de parler de bactériologie, d'épandage contre la population. Tu cites des exemples qui sont en Chine, qui sont au Maroc, je les connais. Hein. En Russie, par exemple, ils épandent pour éviter la pluie pendant les commémorations militaires. Dans les pays chauds, ils vont plutôt répandre pour faire tomber la pluie. On a plein d'exemples comme ça de géo-ingénierie qui sont de manière locale pour modifier le temps. Mais il y a quand même je mélange rien. Justement, je te dis qu'ils l'ont avoué que dans les pays où ils avouaient qu'ils s'en servaient pour faire tomber la pluie, la grêle, tout ça. Mais en France, en Occident, ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas en parler. Pourquoi? Parce que pourquoi on ferait en France? Ils s'en servent pas pour faire tomber la pluie. À quel but? Ils s'en servent dans un autre but. Ben, ils s'en servent dans un autre but. À quel but? Ils y balancent de l'aluminium. L'aluminium, comme tu l'as dit tout à l'heure. L'aluminium, il est dans le fioul. Non, mais pas seulement. Il balance de l'aluminium aussi, parce que c'est un perturbateur, comme tu l'as dit tout à l'heure, cérébral. Non, c'est pas un perturbateur endocrinien. Ça va être les phtalates qui vont être perturbateurs endocriniens. L'aluminium, lui, il va plutôt attaquer le système nerveux, cérébral, etc. par inhalation. Mais si on veut attaquer la population avec de l'aluminium, il faut voler à altitude très basse pour être sûr de nous niquer. Là, ils le font, parce que aussi il y a un truc à savoir, c'est que l'aluminium, il est servi dans les moteurs à réaction comme, attends que je me rappelle, c'est un... je vais me souvenir, mais ça va améliorer les performances du moteur. Disons que ça va cramer beaucoup plus vite, parce que si on a... quand on voit les vieilles photos, par exemple, un moteur sans, je vais me souvenir du terme, un catalyseur, voilà. C'est un catalyseur. Si on n'utilise pas de catalyseur dans le fuel, dans le carburant, il va avoir tendance à mal cramer et on va avoir beaucoup plus d'hydrocarbures à brûler. Et donc des rejets qui vont être noirs. Et là, l'effet sur le climat, il va être catastrophique. Ça s'est fait, apparemment, j'ai vu des photos, d'ailleurs, j'ai republié, parce que ça s'était diffusé sur Ciel voilé, je crois. On voyait vraiment le pôle Nord avec toute la neige, mais qui était noir, quoi. Et là, c'est catastrophique comme truc, parce que ça va vraiment absorber la chaleur. Là, on a fait évoluer le carburant avec de l'aluminium pour le rendre comme catalyseur. On a aussi des agents antistatiques et pas mal, toute une soupe qui va améliorer la combustion. Et du coup, on a des rejets qui sont plus blancs, qui sont plus clairs, mais qui sont pas moins nocifs malheureusement. Et les microparticules, une microparticule d'hydrocarbures brûlés est beaucoup plus grosse. Elle est dans l'ordre de PM10 qu'une microparticule d'aluminium qui est en dessous de 5. Et là, qui va pénétrer les poumons, qui va pouvoir rentrer dans le système cérébral par le nez. Enfin, c'est par inhalation, c'est une catastrophe, mais c'est pas pareil, quoi. Ok, merci pour ton témoignage. Est-ce que quelqu'un veut parler, répondre ou parler d'autre chose, lancer un autre sujet ou intervenir? Allez-y. Moi, je suis pas un maniaque du détail. Moi, je m'arrête jamais au détail. Si tu veux, moi, ça m'intéresse pas de savoir s'il y a de l'aluminium, s'il y a du barium, s'il y a des produits qui empêchent ci, qui empêchent ça. Moi, je sais qu'ils le font en douce depuis 20 ans, et je sais qu'il y a complot, et je sais que c'est pas pour faire du bien à l'humanité. Après, le reste, les détails, ça, je m'en fous un peu. C'est complètement ma partie. C'est là où je suis d'accord. Un peu couper la parole, s'il te plaît. Je suis dans la vulgarisation de la réalité du complot, moi. Donc, si tu veux, les détails, tu peux en donner si tu veux, mais on va pas monopoliser toute la soirée sur les détails. Ouais, je comprends, mais le complot, en fait, il est là pour gagner de l'argent, pour faire subsister notre système. Parce que si jamais il l'avouait, il faudrait arrêter tous les avions, il faudrait diminuer la fréquence des avions, et c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'injection de particules pour nous tuer.
il y a des injections de particules pour limiter les dégâts. Mais ça crée d'autres dégâts. On modifie la pollution. Elle devient plus pernicieuse. Bon, moi, je partage pas du tout ton avis. Hein. Moi, je pense qu'il y a des avions qui sont vraiment faits que pour ça et c'est pas seulement pour gagner de l'argent. Je crois pas du tout. Ah, mais il y a des avions pour modifier le climat, mais c'est de manière locale, comme à peu près tout. De manière globale, c'est très compliqué parce que il n'y a pas que ça. Il y a eu des épandages de LSD sur Los Angeles. Oui, il y a eu un épandage fait par la marine pour tester une bactérie pour voir comment ça réagirait. Ouais, mais tout ça, c'est local. Il y a eu des condamnations, etc. Et ça fait longtemps qu'ils font des trucs comme ça. Regarde, comme disait un collègue qui a écrit, on nous cache tout, on veut pas qu'on sache, et puis si ça nous fait du mal, tant pis. Ben, en fait, il y en a. C'est un peu ça. Après que la pollution elle soit plus responsable ou quoi, n'empêche qu'en attendant ils nous mettent des produits sur la gueule, on sait pas pourquoi. Ah ben, a priori, sur certaines enquêtes qui ont été faites par des gens sérieux, des professeurs de biologie, de mecs qui ont eu accès à des laboratoires professionnels, ils en ont déterminé qu'il y avait des trucs, des protéines, des machins et tout ce que tu veux qui n'étaient pas catholiques. Et on n'a pas d'explication. Donc il y a quand même quoi s'inquiéter quand après tu cumules ça avec 11 vaccins. Le fait qu'ils veulent plus te laisser sortir ton fric de la banque, c'est qu'ils se préparent quelque chose et que c'est pas dans notre intérêt. Ah bah c'est sûr que à tous les niveaux ça pue, à tous les niveaux. Alors là, je suis parfaitement d'accord. Ce qu'il y a, c'est que on peut voir dans le phénomène des chemtrails qu'il y a des fois ils ont essayé de nous protéger. Par exemple, les Américains ont essayé d'annuler un ouragan, ils se sont ratés, ça n'a pas marché. Bon, bah déjà, ça prouve un petit peu que c'est pas franchement au point. Et puis il y a une. D'accord avec toi, même bon, il y a des gens qui disent que ça serait pour nous protéger de la prochaine explosion solaire, ou que c'est parce que le soleil en ce moment il émet des radiations. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est parce qu'ils veulent pas qu'on va y arriver la planète X ou Nibiru. Il y en a. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais en attendant, c'est vrai que nous, ce qui nous inquiète, c'est tout ça. On essaye d'avoir des infos. Après, bon, tu veux faire une petite mise au point sur la réalité de certaines pollutions, ça, d'accord. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même le problème de fond, c'est qu'ils épandent et on ne sait pas ce que c'est. Bah, ils épandent. Disons que le gros problème, je voyais un article là-dessus assez complet. Et que je corroborais parfaitement, c'est que si tu veux épandre de manière générale, bah, tu vas modifier le fuel. Tu vas mettre tes microparticules, tes nanos, parce qu'on en venait là au départ, par exemple les morgelons, et ben tes morgelons, tu les mets dans le fuel. Comme ça, tu es sûr qu'il y en a de partout. En fait, si on veut vraiment avoir un impact global, il faut modifier le fuel. Et je pense que c'est ce qu'ils font depuis un petit moment. Donc il faut se renseigner sur le Jet A1, le JP8 et les fuels utilisés pour les militaires, pour le commerce, et de regarder vraiment de près ce qu'il y a dedans. Parce que un avion commercial, avec des gens, il n'a pas les moyens de transporter, parce que c'est calculé quand même au kilo près. Hein. J'avais un pote qui bossait dans les aéroports qui me disait il pèse tous les gens qui rentrent dans l'avion. Donc je veux dire, on ne peut pas vraiment avoir des avions épandeurs commerciaux. Par contre, tu peux avoir des avions de toutes sortes qui vont utiliser le même gasoil et qui vont répandre la même chose sans le vouloir, sans en être conscient. Et c'est là que ça devient intéressant. Ouais. Parce qu'après, effectivement, il y a des épandages, comme je vois des photos de SAM 77, c'est véridique. Nous, je sais pas, moi, il y a aussi des traces de trucs. Il y a des qui se font par des avions américains. C'est des conventions avec l'OTAN. On sait même pas ce qu'ils foutent. Mais même le gouvernement français, il y a des moments, ils savent pas ce qu'ils font réellement. Il y a un avion qui m'intéresse particulièrement. Je sais pas si vous le connaissez, c'est l'AWACS.
Ouais, l'avion radar, ouais. Ouais, celui-là, je crois, de mémoire, qui répand du SF6. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est le pire gaz qui a été interdit, qui a un effet de serre qui est énorme. Mais s'ils répandent ça, c'est pas pour nous niquer, c'est simplement que c'est un gaz qui va permettre au radar d'éviter les claquages électrostatiques et d'améliorer la connectivité radio. Donc, c'est assez grave. Ils se promènent peut-être de temps en temps, mais c'est ce genre d'avion qu'il faut regarder de près. Ouais. Faudrait surtout essayer de faire quelque chose pour qu'ils arrêtent tout, puis c'est tout. Ben, c'est là que je me dis, il faudrait peut-être sortir de l'OTAN et les envoyer chier un bon coup, histoire d'avoir notre propre politique aérienne, maritime, etc. Et qu'on sache ce qui se passe. D'après ce que j'ai lu tout à l'heure, toi, t'es assez inno. Hein. Ouais, moi je suis PR, ouais. Bon, bah, t'as bien vu, les gens, ils marchent pas du tout ils ont pas voulu voter pour lui. Hein. Ouais, mais je sais pas pourquoi, hein, parce que je sais pas pour qui les gens veulent voter. Parce qu'il y a des épandages que ça les rend. Ouais, mais Mélenchon, Fillon, Macron, Le Pen, qui va permettre de pouvoir remettre ça en cause? Alors déjà, c'est peut-être les gens qui veulent sortir de l'OTAN. Ils sont pas nombreux, hein. Ça va être Mélenchon, Asselineau et puis Philippot. Mélenchon, pour moi, c'est un démagogue. Philippot, c'est un opportuniste. Il reste du coup plus que Asselineau. Au moins, avec lui, on est sûr. Hein. Ouais, mais bon, si tu veux, on peut pas refaire l'élection et puis il n'y en aura pas, donc ça veut dire encore 4 ans. Tu vois. Il faut qu'on... Ah ben, alors, après, je vise si on veut pas, si on veut que les impôts, que tout ce qui se passe en ce moment, ça se calme un peu, il faut avoir des ouais, mais moi, je préfère rester fidèle à cette idéologie qui donne, plutôt que de voter pour un gagnant ou de voter pour je sais pas quoi. Moi, chez Asselineau, je me reconnais parfaitement. Donc, oui, je reste fidèle. Je suis d'accord avec toi. Moi, même si on perd, je m'en fous. Mais je suis d'accord avec toi. Si on perd, bon bah là, on a perdu. Hein. Parce que moi aussi, j'étais assez mignon à fond. J'ai cassé les couilles à tout le monde avec ça. Mais si tu veux, au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui essayent, etc. Il nous a mis au courant de certaines choses. Il nous donne des infos sur la santé, par exemple, si moi ça m'intéresse, le spirituel, etc. Bon, et à côté de ça, il y a d'autres forums où on essaye de chercher des solutions. Voilà, c'est un peu. Faut pas se focaliser que sur ah bah tiens, ça vient aussi du pétrole. Bah oui, de toute façon, tout est pourri. Tu utilises ta voiture, tu t'empoisonnes, et de l'autre côté, le système, il n'y a rien qui nous permette de sortir de là, quoi. Voilà. Ah bah c'est clair. Je pense qu'on est vraiment coincé et à plus j'étudie la situation géopolitique et à plus je me dis on est vraiment coincé et il faut aller jusqu'au bout. Je sais pas comment il faut négocier le truc, mais je me dis qu'en sortant de l'Europe, peut-être qu'on a parce qu'à la limite on va peut-être laisser d'autres participer, mais bon, pour info, moi je me sens un peu pris en otage. En n'ayant pas le choix. On est tous pris en otage, oui, effectivement. Ouais. Je suis en France, je suis dans mon pays, je suis otage. Voilà. Ouais, et je pense que du coup, pour moi, il faut faire péter l'Europe et montrer l'exemple aux autres pays en faisant des accords avec d'autres, des partenariats qui soient viables, plus viables que les partenariats de l'Europe, qui sont de l'esclavage détourné, quoi. Ouais, non, mais tu veux, sur ce qu'on pourrait faire, on le sait, mais ça n'a pas été possible. Et ça sera pas possible. Ouais. Et vu comme c'est parti, quand tu vois les gens, comment ils sont autour de toi, ils n'en ont rien à faire. Ils s'inquiètent juste de savoir si le frigo sera plein, si la télé marche, et s'ils auront encore du boulot demain. Et puis, une fois par an, on donne le resto du cœur et pour la myopathie, puis tout va bien. Ouais, c'est un peu ça pour avoir bonne conscience, quoi. Voilà. On en est rendu un peu comme les ricains, dès qu'il y a un truc, on y va, on met des bougies, on pleure, on
puis le soir on compte les bifetons qui sont rentrés grâce à ça. Pour ça, moi, je me dis, ouais, il faut tout faire pour sortir de ces États-Unis d'Europe. Bon, il n'y a plus personne, on a gonflé tout le monde. En fait, on est que deux, là. On va jouer de la guitare tout à l'heure encore. Là. T'es pas là, Jim? Ah, moi je suis là, mais je vous laisse jatter, puisque vous êtes tous les deux en train de faire des conclusions qu'on a faites déjà il y a pas mal d'années. Excusez-moi, je ne vais pas vous prendre de haut. Ouais, c'est la première fois que j'arrive. Hein. Nous, on intervient là. Bon, maintenant, on voulait lancer, faudrait lancer un autre truc. On tourne en rond. Ouais, j'écoute la radio. Bonne nuit, Maya, mon chéri. Tu connais, Jim, sur les symboles par rapport à la Bible ou des trucs comme ça? Attends, par rapport à ce que vous venez de dire, aujourd'hui... Il n'y a pas de zombies, ça n'existe pas. Aujourd'hui... Attends, il y a quelqu'un qui parle en même temps, je sais pas. D'accord. Ouais, ça doit Non, être... Personne. Aujourd'hui, imaginez qu'il y a un quelconque candidat politique qui puisse sauver quoi que ce soit, ou un parti politique, c'est complètement utopique. Il n'y a absolument plus aucun personnage politique qui pourra sauver quoi que ce soit dans ce pays. Ce sont plus... C'est pas les politiques. C'est pas les politiques. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, Thierry. Je comprends pas. Bonne nuit, Maya. C'est pas les politiques qui changeront quoi que ce soit, ni les candidats. C'est aujourd'hui, c'est les milliardaires qui tiennent tout. Donc, si on veut changer quoi que ce soit, c'est par les urnes, c'est trop tard. Il fallait voter aux dernières élections, il fallait voter un vote explosif. Moi, c'est ce que je disais. Sans être du Front National, c'était le seul vote possible. Non pas parce qu'ils auraient sauvé les meubles, hein, mais parce que ça aurait été un court-circuit monstrueux dans le monde politique, dans l'Europe, en Occident. Ça aurait été pire que l'élection de Trump. Ça aurait été la fin de l'Europe, la fin de tout. Parce qu'il faut bien entendu qu'il faut sortir de l'OTAN, bien entendu qu'il faut sortir de l'Europe, et qu'il faut sortir de l'euro. C'est une évidence. Pour celui qui n'a pas compris ça, c'est même pas la peine. Je perds pas mon temps à parler avec maintenant. Hein. Il fallait voter FN pour faire un vote explosif, un vote dynamite. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, oui, il resterait plus que Asselineau, mais il aurait aucun pouvoir. On lui couperait les pattes sur toutes les décisions qu'il pourrait prendre. Il pourrait rien faire. Comme Trump, il peut rien faire. Vous voyez bien que ça fait 1 an qu'il est là, et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il a fait que parler, faire du buzz. Ils n'ont pas le pouvoir. C'est pas eux qui ont le pouvoir. C'est les lobbies et les grandes familles de milliardaires. Aujourd'hui, ils sont plus que 8 à tenir le monde. Voilà, c'est tout. Donc, tant qu'on coupera pas la tête du dragon, et quand je dis la tête du dragon, c'est il faut faire chuter les empires familiaux, il faut les faire chuter, c'est tout. C'est l'empire Rothschild, Rockefeller, il faut les faire chuter. Donc, c'est au sujet de Trump, a priori, je sais pas encore aujourd'hui, j'ai vu des infos comme quoi les Clinton, Podesta, tout ça, ça aurait été arrêté et ça sera à Guantanamo. J'y crois pas du tout. Moi, je sais pas, ils sont couverts en haut lieu, les Clinton, c'est comme les Bush. Ah bah, a priori, ça fait 1 semaine qu'ils disent que non, ça y est, c'est bon, ils ont cramé leur maison, le FBI il s'est retourné contre eux, finalement, je sais pas quoi. On va partir en Russie. On va voir. On verra bien, moi, je sens même, je sais pas si c'est pas Metoku qui a mis un message là-dessus. Mais je pense que Trump, je pense qu'il joue à la balançoire entre le Congrès américain et ses propres décisions. Il est entre le cul entre 2 chaises, quoi. Mais, de toute façon, même s'il veut faire des choses, il n'aura l'autorisation de faire que ce que le système lui dira de faire. Voilà. Ouais, je pense qu'il est peut-être malin à ce niveau-là, c'est qu'il, comme je te dis, il fait de la balançoire. Un coup, il va dire oui, et puis après, il va faire son business. Et du coup, comme par exemple avec Pyongyang, avec la Corée du Nord, il a commencé à l'incendier, et puis maintenant, il se réconcilie. Je veux dire, en fait, il va faire plaisir au Congrès d'un côté, puis le lendemain, il va leur chier à la gueule. Donc je pense qu'il est peut-être assez malin à ce niveau-là, quoi. Enfin, c'est pas Trump qui va sauver la France.
Alors, Trump, il était au courant que le 11 septembre était un inside job et que les tours du 11 septembre avaient été explosées de l'intérieur, parce qu'on trouve une vidéo qui a été faite le jour même, c'est-à-dire du 11 septembre 2001, où il est interviewé le jour même et où il dit qu'il a entendu les explosions. Et il dit qu'elles ont été explosées de l'intérieur. Il sait très bien que c'est un inside job et que la famille Bush, George W. Bush est parfaitement au courant, que derrière, ils ont attaqué l'Irak, qu'ils ont... avec des mensonges, avec la fausse fiole contenant soi-disant les armes de destruction massive en Irak. Ils ont été tués, Saddam Hussein, ils ont été tués plus d'1 million de civils en Irak suite au 11 septembre. Il le sait tout ça, Trump. Il le sait tout ça. Voilà. C'est comme le réchauffement climatique. Il sait très bien que c'est du pipeau. Il sait très bien que je pense que les chemtrails jouent un rôle énorme dans le réchauffement climatique hypothétique. On voit que la vague de froid aujourd'hui qui traverse non seulement les États-Unis, mais pas seulement, elle est monstrueuse. Alors, un réchauffement climatique avec une vague de froid monstrueuse, je veux bien qu'on en parle, mais Trump, il est au courant de plein de choses. Il a essayé d'en parler depuis qu'il est président, il dit plus rien. C'est tout. Faut pas oublier que Kennedy avait fait exactement la même chose. Hein. Il avait commencé à ouvrir sa gueule, et puis on a vu comment il a terminé. Hein. Alors moi, je suis plutôt partisan de la théorie de l'ère glaciaire qui approche, plutôt que du réchauffement climatique. Ouais, je pencherais plus vers ça. Je sais pas si vous suivez l'activité solaire, mais apparemment, il n'y a plus de taches solaires. Oui, mais ça c'est cyclique. C'est tous les 12 ans ou 13 ans. Quoi, Ouais, bah bon, c'est déjà ça, quoi. Ouais, mais c'est... Tu sais, 12 ans, 13 ans à l'échelle cosmique, on peut pas c'est pas sur 10 ans qu'on peut voir s'il y a un changement. C'est impossible. Ouais, c'est sûr, mais je pensais pas que c'était si long. D'ailleurs, moi, j'aurais dit 3 à 6 ans pour la période glaciaire qui nous attend avec le soleil. Pour ce qui est du CO2, etc. Il y a un truc qui m'étonne quand même, c'est qu'il y a des gens qui sont pour la théorie des chemtrails, donc la modification du climat d'une manière générale, et qui nient pourtant la modification du climat via le CO2. Enfin, je suis d'accord, c'est vrai que pour moi, le CO2, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais on a vraiment un impact sur le climat, sur ce qui se passe sur Terre, quoi, hein, sur les températures. D'ailleurs, 2001, comme t'en parlais, on a vu que quand les avions ont été cloués au sol, la différence de température jour-nuit a augmenté. Donc ça tend à prouver que les avions ont une véritable influence. Hein. Et que ce soit chemtrail ou pas, c'est pareil. Hein. Moi, je dis pas que l'humain n'a pas d'influence sur la planète et sur son climat, je veux bien, mais de là à dire qu'il est capable de faire grimper la température de 2 ou 3 degrés, franchement, j'y crois pas du tout. De manière globale, ouais, j'ai du mal à y croire aussi. De manière locale, ouais, je pense que c'est possible. Mais de toute façon, ce phénomène de réchauffement climatique, il a déjà eu lieu à l'époque des Romains, il a déjà eu lieu à la Renaissance également. Enfin, ça n'a rien à voir avec la pollution. Enfin, Ouais, mais à l'époque des Romains, ils envoyaient pas des avions dans le ciel. Hein. Oui, non, mais c'est pour dire que justement, la pollution n'est pas responsable du réchauffement climatique. C'est quelque chose de cyclique et naturel. Ouais, mais le problème, c'est que on a tellement de paramètres à prendre en compte et le peuple est tellement jeune qu'on peut pas. C'est difficile de faire des constats, quoi. Hein, des pronostics, parce que, comme tu dis, effectivement, à l'époque des Romains, il y a eu une période très très chaude qui dépendait pas de nous, mais ça ne contredit pas forcément le fait que maintenant qu'on a des avions, on va pas modifier et réchauffer tout le bordel, quoi. Enfin, affaire à suivre, ouais, mais bon, je ne constate pas de réchauffement spécialement. Par contre, la couleur du soleil a changé. Ça, c'est vrai qu'il est devenu plus blanc. Par contre, l'homme reste responsable du massacre des animaux et de la pollution de l'eau aussi. Ça, on l'est.
Après, pour le Soleil, il faut regarder vraiment les observations de la NASA ou autres, même les Russes, hein, parce que les Russes, ça fait un moment hein, qu'ils disent non, non, on va pas vers un réchauffement, on va vers un refroidissement. Et apparemment, le Soleil leur donne raison, parce qu'ils ont peut-être plus d'analyse à ce niveau-là. Bon, ça nous donne un répit. C'est un répit, quoi. Ouais, mais il y a aussi l'axe de la Terre là qui a changé. Et la vibration qui augmente. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. On n'arrive pas vraiment à savoir. Alors, l'axe de la Terre, j'ai pas vu. La vibration, c'est vrai que j'aimerais bien y regarder à nouveau. Ça, comment on appelle déjà la vibration autour de la Terre? La fréquence de Schumann. Voilà. Yes, merci. Elle en est où, là? Elle augmente encore? J'ai pas suivi là ces derniers temps, mais elle avait augmenté. Je sais plus combien, presque 100, ou même plus que ça. De ce que j'avais compris vite fait de cette résonance de Schumann, c'est qu'elle dépend aussi des orages. Parce que c'est une cavité, c'est comme un tambour, quoi. Et quand il y a un orage qui pète, eh ben, ça va augmenter la fréquence. Donc plus il y aura d'orage, plus la fréquence va monter. Après, je peux me tromper. Hein. Pour l'axe de la Terre, il y a des photos qui ont été faites sur 5 ans, par exemple à New York ou quoi, à la même date, la même heure. Tout, et on voit très bien que le soleil se lève pas au même endroit. Bonsoir tout le monde. C'est Sophie. Salut. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a moins d'orage qu'avant? Moi, j'ai l'impression que quand on était enfant, on entendait beaucoup plus l'orage que maintenant. Effectivement, oui, et je corroborais là-dessus avec le fait qu'il y a beaucoup moins de cumulus, de cumulonimbus. Ouais. Chez nous, en Deux-Sèvres, c'est la tempête depuis presque un mois. Tous les soirs, ça monte à 30, 40, 60 km/h. Bah là, c'est le jet stream qui est dévié. Et là aussi, c'est un peu inquiétant, c'est qu'en fait, alors bon, hein, c'est hypothétique, mais le fait d'injecter des microparticules à foison dans l'atmosphère, on va renforcer les anticyclones. Donc on va faire une pression, on va renforcer la pression atmosphérique à certains endroits, et du coup on va dévier le jet stream. Le jet stream, il va faire du coup des zigzags, et du coup des fois il va nous toucher de manière très violente. Mais on est en train aussi de modifier les vents du fait d'injecter des microparticules dans l'atmosphère. Tu voulais dire le Gulf Stream peut-être? T'as dit le jet stream? Ouais, le jet stream, le Gulf Stream, je confonds. Le Gulf Stream, c'est les airs, le jet stream, c'est les eaux. Non, c'est le contraire. Ouais, donc je parlais de jet stream. On modifie les vents du fait qu'on va injecter des particules et augmenter la pression atmosphérique à certains endroits. Ah non, mais en fait, c'est la fonte des glaces polaires qui va aller influencer directement sur le Gulf Stream, qui va aller refroidir ce courant chaud marin. Et en le refroidissant, il va le ralentir et il va apporter justement l'air arctique qui descend habituellement sur les États-Unis. Il va venir l'apporter aussi en Europe du Nord. Alors que nous, on est en Europe, en France, on est couvert justement par anticyclone. Ouais, je comprends. On va être déplacé à cause justement du fait que le Gulf Stream va se refroidir. Donc on va se retrouver avec une ère glaciaire en Europe du Nord, exactement comme il se passe actuellement en Amérique du Nord. Oui, par rapport à ce que tu dis, Dim, effectivement, sur notre position, nous, en France, par rapport au parallèle, on est, je pense, au même niveau que le Canada, et alors qu'on n'a pas du tout le même climat, parce que c'est le Gulf Stream qui nous réchauffe par rapport au Canada. Absolument. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, ça a été, ils ont évoqué le sujet dans le film Le jour d'après, The Day After en anglais, où la planète se retrouve dans une ère glaciaire en moins de 8 jours. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Et le réalisateur de ce film a été arrêté pendant le tournage du film par des services secrets américains. Et ils lui ont demandé où est-ce qu'il avait eu ces informations. Alors lui, il a dit qu'il tirait ça de ses propres intuitions. Et ils lui ont dit parce que c'est ce que nous avons, nous, comme information. C'est-à-dire que ils lui ont demandé d'arrêter son tournage, il faut le savoir.
mais c'est une information en fait qui se base sur un risque et des risques de modification climatique. Il y en a énormément, notamment à New York. Vous avez vu l'image de la glace qui arrive et qui envahit tout en quelques minutes? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas regardé, mais ce qui me fait, enfin, ouais, je vais être vulgaire, mais ce qui me fait un peu chier, c'est qu'il y a quand même des films comme ça sensationnels américains. Je préfère regarder des documentaires que des films, hein. Même si les documentaires jouent aussi sur le sensationnel. Mais bon, est-ce que c'est vraiment viable? Là, je sais pas trop. Oui, parce que Hollywood nous prévient toujours de ce qu'ils vont faire ou de ce qui va se passer. Donc, il nous prévient parfois avec quelques décennies d'avance, parfois avec quelques années d'avance. Là, ce que je vous donne, la vague de glace dont je vous parle c'est pas aux États-Unis, c'est en Russie, sur le lac Baïkal. Et en Russie, ils ont enregistré un pic de moins 71 degrés hier. Moins 71 degrés. Voilà, donc là, on n'est pas dans le réchauffement. Hein. Et clairement. Tu respires sans écharpe, t'es mort. T'es mort, ils sont morts. Hein. Les deux mecs qui ont été pris justement, ils sont tombés en panne de gasoil, le gasoil a gelé. Et ils se sont retrouvés à quelques kilomètres du village, ils ont essayé d'y aller à pied, ils ont crevé. Hein. Ils ont fait 800 mètres, ils sont morts. Voilà, moins 71. Là, c'était hier, hein, je vous parle de ça. Hein. Donc, Tu penses à des manipulations climatiques? Non, pas du tout. Je pense qu'on est en train de rentrer dans une ère glaciaire, moi, c'est ce que je crois. Oui, c'est vrai que il y a 1000 ans, apparemment, j'ai regardé l'autre fois les courbes de température. Et ben, il y a 1000 ans, c'était comme aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a 1000 ans, on est rentré dans une mini-ère glaciaire pendant tout le Moyen Âge, et là, on est en train d'en ressortir. Non, il y a rien Ça veut dire qu'on va rentrer dans l'ère glaciaire. Ah oui, parce que ça fait longtemps, ça fait 12 000 ans qu'on est sorti de l'ère glaciaire, la dernière. Donc comme c'est cyclique, c'est tous les 12 000 ans, c'est tous les 12 000 ans. Mais il y a 1000 ans, enfin je sais pas à vérifier, mais je me souviens très bien de ce document que j'avais vu sur internet. Il y a 1000 ans, on est rentré dans une mini, pas une vraie, hein, une mini ère glaciaire. C'est pour ça qu'il a fait froid pendant le Moyen Âge et que a priori, d'après les explications, on serait en train de sortir de ça. Donc c'est ce qui explique tout à fait le réchauffement, soi-disant pseudo-réchauffement climatique. Ouais. Moi, j'y crois pas au réchauffement climatique, j'y crois pas du tout. Voilà. Pour moi, il fait pas plus chaud qu'avant. Peut-être qu'il a fait chaud pendant quelques années d'affilée, mais ça veut pas dire qu'on est en plein réchauffement. Il y a déjà eu des températures comme ça au début du XXe siècle. Oui, ça c'est sûr. Moi aussi, j'ai ton âge, je vois pas de différence par rapport à avant. Hein. Non, il n'y a pas de différence. Ça fait 10 ans que je suis au Maroc, donc Marrakech, il fait très très chaud. Hein. Quand je suis arrivé il y a 10 ans, il a fait 60 degrés pour le pic de chaleur le plus important. J'ai pas revécu ça pendant les 9 années qu'on suivit et j'ai revécu ça l'été dernier. Donc il y a eu 10 ans d'écart entre deux gros pics de chaleur. Donc c'est pas tous les ans. Non, franchement, moi j'y crois pas. Par contre, le froid, les vagues de froid sont de plus en plus dures. Je sais pas si vous avez vu les hivers qu'on a passés ou qui s'est passé surtout en France, en Occident les 10 années précédentes, mais les hivers ont été très rudes. Hein. Et là, cette année, c'est hard. Hein. Donc, je pense que les hivers sont beaucoup plus lourds. Cette année, là, on est tranquille. Je sais pas. De toute façon, je pense qu'il faudra une vie d'homme ne suffira pas à ressentir un effet majeur de climat. Hein. Je veux dire, les climats s'installent pas comme ça en 2-3 ans, ni en 10 ans, ni en 20 ans. Ça s'installe sur 1 siècle, 2 siècles. Donc on n'aura pas le temps de voir ce qui va se passer vraiment. C'est pour ça que je pense que se focaliser là-dessus est une erreur, et je pense que Trump a raison de dire que c'est de l'intox pour faire payer encore les gens, les écotaxes et des machins. Je pense qu'il a tout à fait raison, je pense que c'est une arnaque, qu'on s'en sert encore pour faire du pognon. Et pour taxer les gens, c'est tout, parce que le système financier est dans un tel état, et on est au bord d'un écroulement du dollar, et ils ne savent plus aller chercher le pognon, ils savent pas où aller chercher du fric, c'est tout. Voilà, on peut pas aller. Tout à fait ça, c'est certain.
J'en suis sûr. Il y a Laure de Sparda qui écrit « Non, au contraire, on a une guerre de température négative par rapport à avant ». Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On a une guerre de température négative, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu entends par là? Ah, on a moins de température négative par rapport à avant. Bah, vu le pic de moins 71 qu'il y a eu en Russie hier soir, je suis pas certain de ce que tu dis là. Hein. Faut voir. Crois pas moi. À part ça, j'ai une petite question, Jim. T'avais pas par hasard posté une vidéo cet après-midi qui parlait des OGM ou quoi? Parce que j'avais la notification sur mon téléphone, j'ai cliqué et ça m'a amené sur la vidéo que t'as faite en fait avec les complots, donc j'ai pas trop compris. Ah non, c'est pas moi, je sais pas. Non, j'ai pas fait de vidéo sur les OGM, non. Mais peut-être que t'as tapé un mot-clé et t'es tombé sur ma chaîne YouTube, peut-être? Je sais pas. Non, j'avais juste appuyé sur le lien, mais je sais pas, c'était peut-être un bug. Mais sinon, à propos des OGM, justement, ça me fait penser, puisqu'on parle des climats, de la nature et tout, il paraît que c'est négatif en partie parce que notre corps ne les reconnaît pas en tant qu'aliments digérables. Et c'est plus mauvais pour la santé, en fait, que ça serait bon pour la santé en plus de tout ce que ça implique comme pollution et détraquement génétique dans l'environnement agriculturel, quoi. Ouais. Eh ben, j'ai pas compris. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est nouveau. T'as des idées là-dessus, toi? Sur les OGM? Ouais. Bah, les OGM, c'est surtout un perturbateur du système immunitaire. Ça détruit tout le système immunitaire, les OGM. Donc, ils ont fait des expériences sur les rats, ils le savent très bien. Les rats n'ont plus eu de système immunitaire au bout de 3 mois. Donc, moi, c'est surtout ça le problème de l'OGM, c'est que ça tue le système immunitaire. C'est comme les antibiotiques, mais c'est même pire que les antibiotiques. De toute façon, c'est du bon sens. Hein. Dès le moment où ils manipulent la nature, où ils nous mettent des produits chimiques, etc., on est malade. Je veux dire, un enfant, c'est ça. Hein. Alors, faut pas non plus faire des études très poussées pour imaginer les méfaits de ces manipulations. Ouais, absolument. Bon, moi, c'est de manière intuitive que je me dirige jamais vers les Ben OGM. voilà, l'intuition, il n'y a pas mieux. Voilà, mais j'étais intéressé de savoir qu'est-ce qui... Exactement ce qu'il en sort, oui. Ouais, voilà. Les effets exacts. Tu vois, par exemple, moi, je suis intolérante au gluten. Et tout à l'heure, j'ai écouté une vidéo là sur les allergies alimentaires. Je sais pas si vous l'avez vu. Ce monsieur-là que Jim, tu l'aimes beaucoup. Ce YouTuber, je sais plus comment il s'appelle. Il parlait des intolérances alimentaires et des allergies alimentaires. Casas Novas. Voilà, Casas Novas. Ouais, il est Ah bien, oui. il est bien. Par contre, il y a un petit truc que j'avais envie d'intervenir pour lui dire, d'accord, il voudrait qu'on remange du blé parce qu'en fait, il explique que c'est le terrain, c'est notre intestin. Il a raison en disant que c'est l'intestin qu'il faut, c'est la cause qu'il faut soigner. C'est pas le blé qu'il faut juste enlever sans soigner le terrain, l'intestin poreux, etc. Par contre, c'est vrai qu'il y a blé et blé. Attention, ça manquait dans sa intervention parce que je veux bien manger du blé, du camut ou du blé à l'ancienne comme nos ancêtres. Ils disaient que nos ancêtres mangeaient 1 kilo de pain par jour, ils étaient pas malades, je comprends, mais c'est pas du tout le même blé qu'on a aujourd'hui. Hein, le blé des grands fermiers là, américains, là, complètement manipulé, complètement sélectionné, bourré qui est plus du tout le vrai blé, le blé naturel. Donc c'est ça aussi qui fait que je pense que notre corps tombe malade, quoi, il le rejette complètement. Absolument. Et c'est le même problème avec le soja. Aujourd'hui, on trouve plus de soja bio, enfin du soja non OGM, on n'en trouve plus, il n'y en a plus du tout. Le blé, comme tu dis, c'est pareil, il est OGM la plupart du temps. Donc c'est vrai que c'est pas ceux qui sont intolérants au gluten, c'est pas du jour, c'est pas une maladie du XXe siècle. L'intolérance au gluten, les gens ont mangé du pain depuis l'histoire de l'humanité. Depuis que les humains savent faire du pain, les gens en mangent, ils n'ont jamais eu de problème d'intolérance au gluten. Mais c'est vrai que là, on arrive à un stade où toutes les graines sont polluées. Vous avez vu qu'une pomme a 100 fois moins d'éléments nutritifs qu'il y a 50 ans. Donc, mais juste, vous savez d'où ça vient, les régimes au gluten? C'est pour les sportifs, normalement. Parce que le gluten, c'est quand même quelque chose qui est difficile à digérer. Et pour les tennisman, les grands sportifs, on va éviter de leur faire digérer des choses un peu trop dures. Parce que si vous prenez une boule de gluten,
c'est une pâte grise qui est indigeste. Donc on va faire du sans gluten pour qu'il digère plus facilement, qui dépense moins d'énergie pour digérer. Donc il économise de l'énergie. Dire que les sportifs. Hein. Les sportifs de haut niveau ont toujours mangé un plat de pâtes la veille d'une compétition et. Ah non, pas toujours, non. Il y a des tennisman, il y a des gens qui vont donner des régimes pour éviter le gluten. Le seul tennisman. Pour booster leur Le seul tennisman connu qui est allergique au gluten et qui a adapté son régime alimentaire. Non, mais à la base, c'est pas une allergie. À la base, c'est pas une allergie pour moi, c'est un régime alimentaire qui va booster. Non, mais au contraire. Énergétiquement la personne. Je suis en train de te dire qu'au contraire, les sportifs. C'est pas une allergie, non, il n'y a pas d'allergie, il y a une intolérance. Je sais pas si tu c'est m'entends. pas la même chose. Et l'intolérance, c'est pas pareil qu'une allergie. Les allergies au gluten, c'est extrêmement rare, je pense. Tu m'entends, Singer, ou Ouais, je t'entends, mais. Tu fais question-réponse en fait, donc. Non, mais j'aimerais exprimer mon avis là-dessus parce que je vous dis, les allergies sont extrêmement rares. C'est une intolérance au gluten et à la base, c'est un régime qui est fait pour limiter la consommation d'énergie dans la digestion. J'ai dit ce que j'ai à dire maintenant. Jim, tu réponds pas. Bon, moi, je suis pas sportive, je suis pas tennisman, mais je peux te dire que j'étais clouée au lit. Je pensais mourir pendant 5 ans. J'ai passé 5 ans de ma vie au lit. Et sans savoir ce que j'avais, je faisais des allers-retours aux urgences sans arrêt. Et ils n'ont rien détecté. Ils me prenaient pour une malade mentale alors que j'étais très bien dans ma tête. Et j'ai découvert toute seule, grâce à Internet, que c'était le blé qui me rendait malade. Et le jour où j'ai arrêté, j'ai commencé à revivre. Ah oui, mais là, le problème, c'est qu'il faut pas faire une généralité de sa propre situation. Tu peux avoir une allergie au blé ou je sais pas quoi, mais d'une manière générale, comme disait Jim, je crois tout à l'heure, on mange du pain depuis la nuit des temps. Bon, s'il y avait des allergies, on s'en serait aperçu très vite. Et ça doit être très très rare. Il y a des intolérances, en fait, intolérance, ça va se traduire par une inflammation du système digestif qui à la limite se repère même pas, ça peut être minime dans certains cas, mais à la base les régimes sans gluten sont faits pour les sportifs pour économiser l'énergie de digestion. Alors contredisez-moi là-dessus si vous voulez, il n'y a pas de souci, je peux avoir tort, mais bon, moi, c'est ce que. Quand tu dis que nos ancêtres mangeaient du pain, je suis d'accord avec toi, mais tu crois que c'est le même pain qu'aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais le gluten, c'est quoi? Le gluten, c'est quoi? C'est une partie du blé. Oui, c'est la glu du blé, voilà. Alors, les gens mangeaient du pain avant, donc ils mangeaient de la glu du pain. Oui, mais c'était un pain beaucoup moins gluant, plus compact, plus noir. Là, ça va. C'est pas la s'il est plus noir, justement, c'est qu'il a plus de gluten, j'aurais tendance à dire. Ah non, au contraire, c'est quand ça gonfle, que c'est bien mousseux, que c'est riche, il me semble. Oui, non, mais le gluten, à la base, tu as le blé, la pépite de blé, on va dire, qui va être enrobée du gluten. Il me semble que le gluten, ça va être cette pâte qui va comme une graine qui est entourée d'une noix, qui est entourée d'une matière, qui est une glu. Après, comme disait Casasnovas, tu sais, je pense que notre intestin est celui de nos ancêtres. Si on pouvait les autopsier, ce serait pas pareil. Nos ancêtres, bien sûr, ils avaient d'autres problèmes de santé, mais ils n'avaient pas tous les polluants qu'on ingère nous. Donc c'est normal qu'effectivement, j'aurais eu un intestin en bon état, peut-être pas pollué par les vaccins. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que le gluten, il n'est pas que dans le pain, il est absolument partout. Tu prends un cassoulet en boîte, ils vont mettre du gluten dedans, parce qu'en fait, ça sert de colle à peu près à tous les plats préparés, à tout ce qu'on veut. Donc on absorbe beaucoup plus de gluten aujourd'hui qu'auparavant. Et en fait, on consomme beaucoup plus d'énergie à la consommation, du coup, pour digérer ce gluten. Parce que le gluten, à la base, c'est quand même quelque chose qui est assez indigeste. Mais bon, on peut s'y faire.
Moi, je voulais vous parler d'un autre sujet. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'UPR là qui écoutent Jim. Vous parliez de François Asselineau tout à l'heure. Je ne sais pas si on faisait un petit à froid là, une petite analyse de l'échec là d'Asselineau. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, à mon humble avis, je pense que moi je l'aimais bien, mais je l'aime bien cet homme-là, avec tout le respect que je lui dois. Mais je pense qu'il devrait, malheureusement, pour faire un peu plus l'unanimité dans le pays, il faudrait qu'il soit un petit peu moins arrogant dans le sens où moi, je suis le seul à dire ça, etc. Et je pense il y a beaucoup qui disent ça. Ouais. Et parce que il faut, à la façon Mélenchon, bien que j'aime pas du tout Mélenchon, j'aime pas son hypocrisie, mais un peu faire le pas le clown, mais le sympa quoi. Malheureusement aujourd'hui, vu l'évolution des mentalités, il a plus l'âge à ça. Non, il sait le faire quand il veut, des fois, mettre un peu d'humour. Et j'ai remarqué, il sait le faire, mais quand il refait son premier de la classe, bien qu'il soit intelligent, c'est évident. Malheureusement, il ne faut pas trop le dire, il ne faut pas trop le mettre en avant. Je pense que c'est ça qui a dû rebuter pas mal de gens. Je pense que les gens, ils s'arrêtent trop au paraître et pas à ce qu'ils disent, tout simplement. Et c'est en politique depuis longtemps comme ça. C'est pas le message qui compte, c'est les bons mots. Et oui, malheureusement, comme il faut convaincre la majorité n'est pas très... Bon. Il y en a un qui fait sa lessive, là. Je croyais qu'il est aux toilettes. Non, mais moi, Asselineau, je l'écoute depuis longtemps, il m'a beaucoup appris. Et puis même il peut être un peu pédant, je sais pas quel adjectif utiliser, mais je m'arrête pas à ça. Mais alors, je m'arrête pas à ça du tout. Quoi. Oui, moi non plus, je suis comme toi, je m'arrête pas à ça, mais tout le monde ne pense pas le faire, quoi. Puis ce qu'il y a, c'est que de vouloir le changer, je pense que ce serait le dénaturer et en fait, ce serait le pervertir. Et du coup, ça jouerait pas dans le bon sens. Pour moi, il doit rester intègre, il doit rester ce qu'il est, même s'il est peut-être un peu orgueilleux, pédant, etc. Mais qu'il y aille, qu'il reste ce qu'il est jusqu'au bout, quoi, le mec. Ouais. Parce que je pense que au moins, il va satisfaire des gens qui sont pas là pour l'image du personnage, pour je sais pas quoi. Si je le suis, c'est pour l'information qu'il donne. Oui, c'est vrai, Jim, je sais pas pourquoi tu défends toujours le FN, mais quand même, quand tu vois comment elle est entourée de francs-maçons, Maître Collard et compagnie, là, je vois pas quel est le débouché avec cette femme-là. On sent bien qu'elle est complètement soumise en réalité. C'est un leurre. Hein. Je sais pas en quelle langue je parle, parce que j'ai jamais dit que je soutenais le FN ou que je défendais le FN. J'ai jamais dit ça. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens me disent ça, ou je comprends pas. Bon, j'ai mal compris alors. Non, mais je comprends pas. J'arrête pas de me poser la question. C'est parce que tu as dit que tu soutenais Soral. Pour beaucoup de gens, c'est lié. FN, Soral. Et, Soral, il est en procès avec le mec, comment il s'appelle, avec Louis Alliot. Il est plus au FN depuis très longtemps. D'ailleurs, Soral. Non, je suis d'accord avec toi, mais les gens le prennent comme ça. Mais Soral a quand même soutenu l'élection de Marine Le Pen malgré tout ça pendant les élections. Pourquoi ? Parce que Soral, c'est pas un intérêt personnel qu'il a à ce que le FN passe, puisqu'il est éjecté et il est plus dans ce parti. Mais parce qu'il savait pertinemment, je pense comme moi, que c'était le seul vote qui aurait fait avancer les choses dans ce pays. Le seul. Non pas parce que le FN est compétent, mais parce que le vote FN aurait provoqué une explosion littérale du monde politique complet. Ça aurait été vraiment la fin de la Ve République, la fin de cette magouille, justement, tu parles de la franc-maçonnerie, tout ça se serait écroulé dans l'heure. Et donc, moi, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est tout. Il fallait mettre une bombe là-dedans, là, pas que de voter Macron. Moi, je vais te dire honnêtement, mais attends, mais voter Macron. Et deuxième tour, Marie. Il faut prendre l'habitude d'écouter les gens. Je vous écoute depuis 1 heure, vous ne me coupez pas la parole, SVP, merci. Voter Macron, c'est de la folie totale. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, moi ? Maintenant, j'ai plus rien à dire sur la politique. C'est trop tard, c'est trop tard. Les Français sont persuadés
qu'il faut continuer à rester dans l'Europe, machin. Eh ben, voilà, je ne parle plus de politique parce que les gens ne comprennent pas. Ils vous collent une étiquette de Front National sur la gueule quand vous dites qu'il faut voter pour faire exploser tout ça. Donc moi, je ne parle plus, c'est fini. Oui, si on remet dans le contexte. Tout à fait, Jim. Tu as raison, c'est-à-dire au deuxième tour, bien sûr qu'il fallait voter pour elle, c'est pas ça. C'est dans l'absolu, quand on analyse son parti, moi ce qui me rebute, c'est son alliance avec des gens pas très nets, quoi. Parce qu'elle a voulu pactiser avec le diable, ce que le papa n'a jamais fait, d'ailleurs, entre parenthèses. C'est pour ça que d'ailleurs Soral est toujours copain avec Jean-Marie. Mais le papa n'a jamais pactisé avec le diable. Le papa a toujours dénoncé le complot judéo-maçonnique. Toujours. Voilà. Elle a voulu pactiser parce qu'elle s'est dit il faut se les mettre dans la poche. Moi j'ai compris son travail. Mais il s'avère que ça ne marche pas. Elle s'est fait instrumentaliser, elle s'est fait avoir comme une bleusaille. Voilà. Elle l'a peut-être voulu, mais moi personnellement, ce qui m'a mis la puce à l'oreille dès le départ, c'est le vote de citoyen populaire, là, je sais pas quoi. Mais avec ça, on pouvait démonter son programme de A à Z. En fait, elle avait un programme de gauche. Elle avait complètement un programme de gauche. D'ailleurs, c'était ce qui un petit peu me séduisait, c'était le fait de me dire que c'était quand même un programme assez humaniste quand même, pour pas dire de gauche, plutôt humaniste. Ouais, mais en tout cas, il y avait moyen de péter son programme. Quoi qu'elle dise, avec un référendum d'initiative populaire, on faisait ce qu'on voulait. Moi, je pense que si elle s'était rapprochée de Dieudonné et de Soral, elle aurait probablement dépassé les 45%. Je pense qu'elle a fait une grosse erreur. Ah ouais, faire allégeance à Dieudonné et Soral, ouais, mais qu'est-ce que ça aurait été la réaction en face du CRIF, etc. Mais on en a rien à foutre du CRIF, il faut qu'ils dégagent aussi, c'est pareil. Ils ont pas à dire quoi que ce soit. Ouais, non, mais je sais bien, c'est clair qu'il faut qu'ils dégagent, mais seulement imagine la réaction de la population. Je suis pas sûr que ça fasse 45%. Il y aurait un charge médiatique derrière. Mais on s'en fout. Regarde Trump. Il devait faire 42% Trump. Ça fait un an qu'il est passé. Il est passé haut la main. Et ça fait un an qu'il se fait lyncher médiatiquement. Rien à foutre. Même tous les gauchos des États-Unis qui hurlent, qui protestent, qui tapent du pied parce qu'ils sont pas contents. C'est leur façon à eux de respecter la démocratie, ça. Il n'y a pas la guerre civile aux États-Unis. Les Noirs n'ont pas été éjectés du pays, ni les Portoricains, ni personne. Faut arrêter 2 minutes avec la diabolisation. Donc tous ces gens qui diabolisent le FN, faut arrêter 2 minutes. Si demain ils sont au pouvoir, ils feront de leur mieux et ils se planteront comme les autres. Voilà. Ils feront comme les autres. Ils se planteront parce qu'ils n'auront pas en réalité le pouvoir de changer quoi que ce soit. Par contre, moi j'aurais espéré que ça remette un petit peu d'ordre dans les zones de non-droit dans ce pays, parce que ça va pas. Pas du tout. Même c'est clair. Doit-on un peu de merde. Doit-on parler des prisons, de l'état des prisons actuelles? C'est l'actualité. C'est sûr. C'est sûr qu'avec lui Alliot d'un côté et Collard de l'autre, elle aurait jamais fait. C'est pas possible qu'elle aurait jamais appelé à Soral et compagnie, quoi. On pourrait. Elle a été infiltrée. Elle a été infiltrée par Philippot d'un côté, qui est un énarque, qui travaille, je me demande bien pour qui. D'autre côté par Collard, qui est un franc-mac, et puis de l'autre côté par Louis Alliot, qui est non seulement son mec, mais qui il a essayé d'ouvrir la porte à Israël et machin, tout ça. Donc, non, elle a fait une triple trahison à papa, donc lui, il n'aurait jamais accepté ça, jamais. C'est sûr. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs de se faire traiter de facho pendant 40 ans, d'ailleurs, le pauvre. Parce que quand je dis le pauvre, parce que j'ai découvert Jean-Marie Le Pen il n'y a pas si longtemps que ça, et quand j'écoute son journal de bord, qui d'ailleurs passe sur Égalité et Réconciliation, le journal de bord de Jean-Marie Le Pen qui dure 20 minutes, je ne sais pas si vous avez déjà écouté toutes les semaines, quand on l'écoute parler et faire l'analyse de la situation actuelle, franchement, j'entends rien de fasciste ni de raciste chez cet homme. Rien du tout. C'est quelqu'un d'intelligent, qui avait 30 ans d'avance, c'est tout. Tout ce qui est en train de se passer en France, il l'avait prédit il y a 30 ans. Il faut reconnaître des choses.
Donc pour moi, oui, le rapprochement Le Pen-Soral aurait été une très bonne chose. Non, ça se fera plus jamais. Il faut passer à autre chose. Le FN, c'est fini. Il faut se dire ce qui est. Marine Le Pen, c'est fini. Sa carrière est terminée. Je pense pas qu'elle ait une seconde chance. Alors, franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle ait une seconde chance au futur présidentiel. Donc il faut passer à autre chose. Bon, Asselineau reste le seul espoir, effectivement, mais ça reste un énarque aussi. Et sur sa politique en ce qui concerne l'immigration, je ne sais pas, je ne l'entends pas vraiment beaucoup parler. Oui, c'est ça qui t'embête, ce trou-là dans son programme. Non, mais Asselineau, lui, il dit clairement, nous, on sort de l'Europe, on reprend notre monnaie, on sort de l'OTAN, et après, s'il y a des trucs particuliers, on fait des référendums, ou voilà. On reprend les choses. Je pense qu'il y a de l'espoir avec lui dans le sens où une fois. Mais de toute façon, au point de départ, si on sort pas de l'Europe, si on reprend pas notre monnaie et si on sort pas de l'OTAN, on va aller faire la guerre quand les Américains décideront. Et voilà. Et ça donne l'Ukraine, là, ça a l'air d'être chaud. Hein. J'ai diffusé vite fait une info là que j'ai vu tourner en Ukraine. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment tendu là. On est encore au bord de la Troisième Guerre mondiale. Je pense qu'il faut vraiment vite récupérer notre pays et pouvoir reprendre un pouvoir de décision. Que ce soit des musulmans, au niveau des nazis d'Ukraine, des juifs, etc. C'est des questions qui sont secondaires, qui sont importantes, mais il faut déjà récupérer le pouvoir. Quoi. Ce qui se passe en Syrie aussi avec la Turquie qui vient d'attaquer, on est là aussi, encore une fois, au bord d'une Troisième Guerre mondiale. Et puis, c'est connexe, l'Ukraine. Oui, bien sûr, c'est connexe, absolument. Évidemment. Mais ça fait partie du plan, tout ça, parce que l'Ukraine, c'est Soros. Bon, Soros, c'est un sioniste qui fout le bordel en Ukraine, et pas seulement, qui le fout aussi en Birmanie. Avec BHL. Bah oui, et de l'autre côté, c'est à cause de lui qu'il y a tous les migrants qui ont débarqué en Europe. Et de l'autre côté, il y a d'autres sionistes qui foutent le bordel en Syrie, parce que c'est Israël qui fout le bordel en Syrie. Alors, j'ai diffusé, je sais plus à qui, à Manu Métaux dessus, ou je sais plus qui, un plan que j'ai fait, un mind machin, où j'ai répertorié toutes les factions syriennes en Syrie, les factions rebelles, etc., via Wikipédia. Si vous voulez, je vous envoie le plan tout à l'heure. C'est assez intéressant. On voit vraiment qu'il y a des intérêts géopolitiques qui sont très divergents. Apparemment, en fait, la Turquie a coupé un câble à Internet, un câble de communication entre la Russie et la Syrie, et s'attaque à la Syrie. Donc c'est un peu dangereux. Et l'Ukraine est en train d'essayer de saboter, pareil, de couper un câble. En fait, ils essayent d'isoler le Donbass au niveau de l'information, comme ils ont essayé de faire en Libye ou en Égypte, entre autres. Donc il y a un protocole qui est à suivre, qui est à regarder de près. Je vais vous diffuser un peu les liens que j'ai eus, parce que il faut pas les lâcher, les mecs. Hein. Vous verrez dans le témoignage d'une nana interviewée, comment dire, elle craint qu'il y ait une coupure complète au niveau de la communication, ou limite complète, et qui fait que nos médias, notre propagande va pouvoir se permettre de dire tout et n'importe quoi, et de traiter Poutine d'offensif, de dictateur, de tout ce qu'ils veulent, alors que c'est complètement le contraire. Donc il faut essayer sur Internet, entre nous, d'essayer de faire subsister ces câbles qui restent. Donc je vais vous partager les liens vite fait. Ouais, intéressant. Ouais. En tout cas, ce qui est en train de se passer en Syrie, c'est que la Turquie est en train de vouloir dézinguer les derniers groupuscules djihadistes. Et ce sont des groupuscules djihadistes qui ont été soutenus par Israël et les États-Unis. Donc on est en train de se servir du fait que ces groupuscules djihadistes soient des Kurdes pour dire que la Turquie attaque les Kurdes, en rapport au génocide qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, et pour que l'opinion internationale se ligue contre la Turquie. Alors que la Turquie est en train tout simplement d'aider la Syrie à se débarrasser de ces salopards de djihadistes qui ont été payés, armés par les États-Unis et Israël pour déstabiliser la Syrie, justement.
Oula, c'est compliqué parce que tu Non, sais c'est pas que compliqué. BHL a appelé les Kurdes, pas les, non, avec lesquels les Peshmerga, les YPJ et les YPG, etc., qui sont des factions kurdes, on les a financés, on les a armés de manière tardive. Maintenant, ils ont un rôle assez prédominant sur la guerre en Syrie dans le nord et non dans le sud, parce que dans le sud, c'est plutôt les Américains et tout le fief djihadiste, qui sont, de dernières nouvelles, en train de faire une course à la récupération du territoire à l'est. La Turquie, j'ai jamais trop su où elle se situait, mais la Turquie est un ennemi à la base des Kurdes. Donc le fait que BHL ait défendu les Kurdes, que la Turquie attaque les Kurdes, enfin c'est un foutoir, mais complet. Alors vraiment complet. En plus, BHL a défendu aussi les Ukrainiens qui sont en train de se rebeller contre les Russes, qui sont, les Ukrainiens nazis, quoi. Ouais, en fait, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. C'est que dès que BHL soutient un groupuscule ou appelle à soutenir un truc, tu sais que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Voilà. Je me suis posé la question, quoi, parce que il a quand même défendu les Kurdes. Alors c'est pour ça que je mets entre parenthèses les Peshmerga, parce que il me semble que les Peshmerga étaient plutôt pro-turcs, alors que 90% des Kurdes sont anti-turcs. Donc ça fait appel à YPG, tout ça, quoi. Donc il a vraiment sélectionné, je pense, mais mine de rien, on a quand même financé des gens bien. Alors ça m'a étonné, venant de BHL, tout comme toi, je me dis, le mec partout où il passe, c'est à feu à sang. Et là, pour une fois, je sais pas trop, c'est pas aussi clair que d'habitude. Jim, s'il te plaît, je voulais faire une petite intervention justement à propos de Daesh. Bon, j'ai dû te le dire, j'ai un métier qui m'amène à voir beaucoup de jeunes du monde entier. Et donc, je discute à chaque fois avec eux. Alors là, j'ai eu des locataires les mois derniers de Syrie, d'Irak, du Liban. Et à chaque fois, je discute avec eux, bon, parce qu'ils étaient sur le terrain, ils voyaient Daesh, ils les côtoyaient, et je leur disais alors d'où sont-ils, qui sont ces gens, est-ce que tu peux me les déterminer, quelle langue parlent-ils, est-ce qu'ils parlent arabe, est-ce que ce sont des Algériens, des Égyptiens, des Tunisiens, et tout le monde me répond non, ils ont le physique, on va dire arabe, mais ils ne parlent pas l'arabe, en tout cas ils le parlent très très mal. On les entend parler français et anglais. Ouais, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est évident, mais moi de toute façon ça je l'ai toujours su. J'ai toujours vu les pays, enfin les gouvernements anglais et français, comme je racontais la dernière fois, encourager déjà dès la fin des années 80. Dès les années 80, je les voyais encourager les pires, les islamistes. Quand je vivais en Algérie, je les voyais les encourager pour aller à Londres. Ils avaient tapis rouge jusqu'à Londres, et même la France qui a soutenu pendant longtemps le fils de Front Islamique. Comment ça, vous annulez les élections? Non, c'est pas sympa. Il faut les laisser prendre le pouvoir. On voit bien que tous ces groupuscules-là, terroristes, djihadistes, salafistes, tout ce que tu veux, les frères musulmans, tout ça, c'est des banlieues. Ils sont instrumentalisés par la clique ABHL. Voilà, c'est tout. Sauf que peut-être que eux ne se rendent pas compte qu'ils sont instrumentalisés. Peut-être qu'eux ils croient vraiment faire le djihad. Bah oui. Voilà. Mais ils sont complètement. C'est vraiment ce que dit le Rav von Tuitou, je crois. Oui, le balai. C'est vraiment le balai d'Israël. Ils s'en servent pour foutre le bordel. Et puis après derrière, il n'y a plus qu'à ramasser les miettes. Regarde comment ils ont fait en Libye. C'est pas les Américains, ni les Anglais, ni les Français qui ont été tués Kadhafi. Ils se sont servis de quoi? De ISIS. ISIS, c'est quoi? C'est Daesh. Bah oui. Ils se sont servis de ces meurtriers, parce que ce sont des meurtriers, ces gens-là. Voilà, c'est tout. Qui est-ce qui les a armés? Alors je vous ai mis donc les deux premiers liens sur ce qui est de Kristen Néant là dans le Donbass en Ukraine, et en dessous vous allez voir il y a une infographie que je viens de publier. C'est donc une infographie que j'ai fait sur toutes les factions rebelles en Syrie,
enfin presque toutes, parce que franchement, toutes les mettre, c'est vraiment dur. Et on voit les mouvements de factions, et on voit qu'il y a eu des factions on voit que c'est vraiment un bordel énorme. D'ailleurs, on voit les Kurdes qui sont en haut. C'est là qu'on m'a conseillé de mettre les Peshmerga plutôt au nord, côté kurde, les YPG, les YPJ plutôt côté du gouvernement. Du moins, c'est une infographie qui, pour moi, veut en dire très très long. J'ai continué un peu mes études là-dessus. Je suis à la limite d'écrire un article. C'est assez énorme. C'est compliqué à expliquer en 2 mots, mais on a foutu les pieds là où on ne devait pas les mettre. Hein. On a financé des gens. C'était limite encore que l'Europe a fait un embargo au niveau de la Syrie, et c'est Hollande, je crois c'était sous Hollande avec Angela Merkel, qui ont fait péter l'embargo envers la Syrie pour leur envoyer des armes légères, des tenues de combat, etc., défensifs. Mais en attendant, ce qu'on peut voir dans l'infographie, c'est que le pays qui a majoritairement financé les groupes de factions rebelles, c'est l'Arabie Saoudite. Ah, t'as coupé. Alors donc, écoutez, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Syrie doit tomber parce que ça sert les intérêts d'Israël. Hein. Ça fait partie du grand Israël. La Syrie doit faire partie, doit être annexée par Israël. Donc c'est tout. Cherchez pas, faut pas chercher plus loin. Ouais. Après, il y a. Non, il y a rien d'autre. C'est que ça. C'est tout. Après, il y a aussi l'intérêt américain derrière aussi, je crois. Je sais plus comment ils appellent ça, la déstabilisation du Moyen-Orient. Il n'y a pas que le grand Israël. Après, la Turquie a des intérêts aussi à ce niveau-là, l'Arabie Saoudite, etc. Je veux dire, il n'y a pas non plus que il n'y a pas que le grand Israël. C'est une déstabilisation qui est généralisée, où tout le monde trouve son compte. Et c'est un jeu d'intérêt qui est énorme. Ça part dans tous les sens. Oui, il y a le pipeline qui a été signé par la Russie qui passe par la Syrie. Donc oui, il y a ça aussi. Ouais, c'est énorme. Évidemment. Donc, c'est un pays qui n'a pas fini d'être mis à feu et à sang, malheureusement pour eux. Et les Turcs, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais par contre, pour en avoir discuté avec Stéphane Blett, qui habite en Turquie, lui, et qui même apparemment est un proche de Erdogan, il m'a dit que les Kurdes étaient à 90% des amis des Turcs. Hein. C'est pas des ennemis. C'est avec le PKK et le je sais plus quoi, qui sont en train de se faire justement bombarder par l'armée turque, qui sont des Kurdes anti-turcs en fait. Mais sinon, il dit que 80% des Kurdes sont un peuple qui sont très amis avec les Kurdes, avec les Turcs. Donc lui, il dit, il va pas dans le sens de ce que tu dis. Hein. Les Kurdes seraient à 90% copains avec les Turcs. C'est ce qu'il nous dit, ouais. Voilà, j'ai du mal à y croire quand même, parce que le problème c'est qu'il y a pas mal de factions kurdes qui sont vues comme des terroristes vis-à-vis des Turcs. Hein. Il y a des frictions entre les deux qui sont vraiment, vraiment méchantes. Hein. Moi, j'avais fait un voyage en Syrie au début des années 90 à Damas. C'était magnifique. On était dans un hôtel au milieu de Damas. Alors, quand on sortait le matin se promener, si on allait à droite, là, on entrait dans les beaux quartiers à l'oriental, façon 1001 nuits, les souks magnifiques, très propres, l'abondance, etc. Plein de belles choses. Et puis quand on sortait le matin et on allait à gauche, là on entrait dans le quartier à l'européenne, on se serait même cru en Europe. Et même le type physiquement des gens, ça c'était magnifique, de beaux hôtels, de très beaux magasins, bien achalandés, très propres. Voilà, c'était un beau pays. D'accord, on avait le tableau l'image de Assad père à l'époque un peu partout, effectivement. Mais à part ça, c'était un beau pays. Et je crois que les pays arabes n'ont pas le droit au progrès. Hein. Dès qu'ils essayent de sortir un peu la tête de l'eau, ils sont massacrés. C'est le baasisme. Alors, si je me trompe pas, le baasisme, en fait, c'est une idéologie qui se veut regrouper les pays du Moyen-Orient, voire de l'Afrique. Et en fait, Israël, l'Arabie Saoudite ou les Américains ou bien d'autres intérêts
alentours ne veulent pas une coalition. Ils veulent pas l'équilibre parce que ça pourrait être une menace pour eux. Donc, ils sont sans arrêt en train de jouer la déstabilisation. Bah oui. C'est malheureux. Mais je me rappelle quand on était jeune aussi, bon, j'ai vécu en Algérie la première partie de ma vie, et je me rappelle qu'on entendait beaucoup parler de l'Irak en bien. On disait que l'Irak était en plein progrès, il y avait d'énormes projets, des infrastructures qui se construisaient. Ils étaient vraiment, on gardait cette image d'un Irak en plein progrès. Donc pareil, ça finit mal. Ouais, il y a toujours une déstabilisation quelque part, tout comme en Libye, Kadhafi voulait poser le dinar or, a envoyé un satellite africain, a essayé de jouer en faveur de l'indépendance africaine, Ouais. et ils l'ont dessoudé, le mec. Oui, c'est le troisième bon exemple, effectivement, tu as raison. Ouais. Bon, moi, je vais rester encore 10 minutes avec vous, après je vais vous laisser. Donc, si vous avez des questions qui sortent un peu de tout ça, je sais pas, je vous écoute. Est-ce que vous avez peut-être des suggestions à faire par rapport à la vidéo d'hier soir ou d'aujourd'hui? Je sais plus quand est-ce que je l'ai posté. Bon, je voulais te parler de magnétisme. Hier, j'ai rencontré une dame, j'ai sympathisé avec elle, et elle me disait que depuis 3-4 ans, elle avait découvert que dans ses mains, il y avait du magnétisme, et je l'ai vu devant mes yeux faire du bien à quelqu'un qui a été beaucoup soulagé. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, je suis magnétiseur, donc oui, bien sûr. Alors, il faut voir après à quel degré elle est magnétiseuse. Est-ce qu'elle fonctionne avec son corps magnétique? Est-ce qu'elle fonctionne avec son énergie vitale? Est-ce qu'elle fonctionne voilà. Il y a plusieurs types de magnétiseurs. Un jour, elle a rencontré une vieille dame dans une laverie, et cette dame l'a regardée fixement, et elle l'a abordée en lui disant, vous savez que vous avez du magnétisme, et en fait, elle m'a dit, c'est là que je me suis vraiment laissé faire et où je résistais plus, et j'ai commencé à pratiquer. Mais je sais pas de quel type de magnétisme, je sais pas si elle sait toutes ces nuances-là, je pense qu'elle découvre elle-même. Bah, il y a différents types de magnétisme. Voilà. Il y a un magnétisme qui est lié vraiment à notre champ magnétique, c'est le cas de le dire. Il y a le magnétisme qui fonctionne avec le prana, c'est-à-dire plutôt avec le rayonnement vital. Et puis il y a le magnétisme spirituel, là, qui vient d'une émanation spirituelle supérieure. Et là, donc, on a les grands guérisseurs. Donc, il y a plusieurs types de magnétisme. Mais si vous prenez par exemple les guérisseurs philippins, ils ont cette particularité, eux, de matérialiser l'énergie négative en matière. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors eux, ils travaillent vraiment avec le Saint-Esprit. Hein. Les guérisseurs philippins sont très chrétiens. Hein. Et ils fonctionnent avec le Saint-Esprit, donc là c'est une émanation spirituelle, et ça matérialise en bout de chair, sous forme matérielle, l'énergie négative que tu as dans les organes. Ils arrivent même à retirer des tumeurs, c'est quand même assez impressionnant. T'as vu ça en vidéo ou en vrai? Parce que c'est vrai que ça, on a du mal à y croire. Ah bah, moi je l'ai vu en vidéo parce que j'y suis pas allé, mais je connais des gens qui y sont allés, et qui sont revenus avec qui sont allés avec des tumeurs, et qui sont revenus avec plus rien, avec preuve radio à l'appui. Hein. C'est incroyable ça, fascinant. Mais ils ont été en France aussi. Ce qui est tellement incroyable, c'est que voilà, c'est que ce thérapeute philippin, quand il est venu en France, bon, bah, il a fait les plateaux télé, on l'a pris pour un prestidigitateur, et puis quand il s'est même retrouvé au tribunal, il a même dit au juge, si vous voulez, je fais une démonstration devant vous, sous huissier. Et ils ont dit non, c'est pas la peine, vous êtes un escroc, merci, au revoir. Voilà, donc il est retourné aux Philippines. Hein. Et ces gens-là vont pas perdre leur temps à essayer de prouver quoi que ce soit. Oui. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une volonté dans ce pays et dans ce système occidental de fermer la porte à tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire à tout ce qui est guérison spirituelle. C'est ce qui me fait dire d'ailleurs que si Jésus revenait demain matin, personne ne l'autoriserait à travailler, il ouvrirait sa gueule et personne ne le reconnaîtrait. Personne. Ah non, personne, c'est certain. C'est évident. Pas en France. À part quelques malades qui auraient eu une guérison, ou à part quelques initiés qui sauraient le reconnaître, les autres, c'est pas possible.
Waouh. Donc voilà, si vous avez d'autres questions. Non, pas de questions. On va, Non, aller faire une autre fois. on va aller faire dodo là. Ok, donc bah, moi je vais vous laisser aussi. J'ai Ouais. une question, Jim. Béatrice Elbez, t'en as entendu parler? Béatrice, elle baise. C'est une blague? Non, Non, non. Euh, Les vidéos qui tournent là. Bah, j'ai envie de dire qu'elle a de la chance, mais non, mais je ne vois pas. C'est si drôle. Ouais, Non, ouais. pardon, c'est un jeu de mots. Non, mais non, je vois pas qui c'est. Il y a une vidéo qui est sur Discord là, son propos là, d'aujourd'hui je crois en plus. Ouais, j'ai posté une petite vidéo, d'ailleurs je suis tombé dessus, et je sais pas, ça m'a Ouais. semblé intéressant, c'était passé Qu'est-ce sous qu'elle silence dit? à ce point-là, c'est elle parle de Dieudonné, de Soral, elle a essayé de tendre la main et aucun retour, je sais pas, Mhm. sans faire beaucoup d'efforts pour s'en sortir ou pour garder la tête haute et c'est triste, elle parle de quoi? De radiation, d'exposition aux ondes électromagnétiques, c'est Ouais. terrible. Mhm. On la voit souffrir dans sa vidéo, on se demande si, enfin, je sais pas. Jim, il y a une chaîne que tu peux nous conseiller pour bien comprendre la médecine chinoise. Il y a un youtubeur que tu suis qui parle de ça ou un peu partout, un peu de tout. Absolument pas. Non, non. Bon. Non. Parce que tu nous montres. J'ai pas compris. Pardon? Parce que tu nous montres dans la vidéo là sur la médecine chinoise, tu nous présentes une jeune femme qui présente un dessin et tu dis que d'ailleurs elle a peut-être un site, une chaîne, je sais pas. Non? Tu te rappelles? Ah ouais, non, bah, c'est une chaîne que j'ai trouvée en cherchant sur YouTube en fait. J'ai tapé médecine chinoise, les 5 éléments, et je suis tombé sur sa chaîne. Voilà, donc j'ai trouvé qu'elle expliquait bien, donc je l'ai mise. Oui, c'était pas mal, elle expliquait bien, c'est vrai. Ouais. Le bois, le feu, l'eau. Ouais, pour l'instant, elle a fait que 4 ou 5 vidéos où elle commence sa chaîne, là, tout juste. Ah d'accord. Mais pourquoi est-ce que... D'accord, je vois Béatrice Elbez, là, vous avez mis la vidéo. Ouais. Pourquoi, c'est quoi son truc? Elle dit demander à Soral et Dieudonné de répondre sur l'affaire Béatrice Elbez. Quel rapport avec Soral et Dieudonné? Bah, elle dit J'ai pas tout regardé, mais enfin toutes ces vidéos, mais il me semble qu'à une époque, ils étaient tous dans une association dont il paraît que Dieudonné était à peu près le parrain, bref, et bah il a commencé à subir des injustices et ils n'ont pas voulu la suivre alors qu'au début, elle avait leur soutien. Ah d'accord. C'est quelqu'un qui en a pris plein la gueule parce qu'elle était dans le cercle Soral Diodo, c'est ça? C'est Ah ça, ben après, ça. Plein la gueule, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est dans un état. Ouais, puis a priori, elle subirait des attaques électroniques ou quelque chose comme ça. Voilà. Oh, ouais, bah, ça m'étonne pas puisque j'en ai subi l'année dernière, donc ça m'étonne pas du tout. Mais regardez Stéphane Blett qui m'a dit en privé que bon bah lui c'est pareil, il empêche, lui c'est un musicien, bon bah le CRIF fait tout pour faire déprogrammer ses concerts dans les salles françaises. Il a 7 000 euros, il a été condamné à payer 7 000 euros pour avoir écrit un truc sur Facebook. Il faut savoir qu'en France on est en dictature. Les gens veulent pas me croire, mais on est en dictature en France. Voilà. Si, mais nous, on le sait, hein. Nous, on sait. Non, mais nous, on est convaincus. Ce qui on nous le sait. désespère, c'est que quand on en parle à un personnage lambda, t'as l'impression qu'ils voient rien. Les gens autour de moi, tu leur dis ça va, tes mômes? Ah bah ouais, tout va bien. J'ai parlé avec des instits sur la sexualisation des enfants et tout, ils m'ont confirmé, des proches, quoi. Oui, effectivement, il y a des trucs qui se passent dans l'école et que ça leur plaît pas. Je sais bien que vous êtes éveillé à ça, hein, mais quand je dis les gens, je parle pas de vous, hein, je parle des autres. je sais bien. Non, mais on est vraiment non seulement conscient, triste, et puis on essaye au quotidien, mais bon, les gens, c'est des zombies, et comme vous parliez tout à l'heure, par exemple, du problème des chemtrails, moi j'habite dans le sud-est de la France, et cet été, de façon très étonnante, ils sont arrivés
Donc c'est très 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 touristique ici. Ils sont arrivés au bout de 3 ou 4 jours de chaleur, il y avait une petite pluie. Et les gens ne s'en rappellent pas. Bon, bah écoutez, moi je crois qu'il faut laisser les gens s'éveiller, se réveiller à leur rythme. Moi je veux pas me rendre malade pour absolument éveiller quelqu'un qui veut dormir. Chacun doit y aller à son rythme. Et puis, par contre, nous, on est éveillés à cette réalité. Donc quand il va arriver le clash qu'on attend tous, bah, nous on sera préparés. Eux, ils auront beaucoup plus de mal à l'accepter et à y faire face. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein, voilà. Jim, depuis que je te connais, j'ai parlé de ta chaîne avec quelques-uns de mes amis. Genre, elle est vraiment, pour moi, certaines de tes vidéos que j'ai trouvées les plus pertinentes et certains de mes amis que je pensais qui étaient les plus ouverts, je leur ai dit allez voir, écoutez-le, c'est intéressant. Et bah, de la plupart, j'ai été déçu. Ils m'ont dit, ils font pas confiance, mais pour eux, ça paraît loin, ça paraît impossible. C'est trop. C'est trop. Ouais, Même tendre c'est l'oreille, ça paraît tellement absurde que tendre l'oreille pour eux, ça semble impossible. Et puis c'est la peur. Ils ont trop peur d'entendre ça. Pour nous, c'est banal. Ça nous perturbe pas, mais je crois que eux, c'est la peur qui les bloque. Ils veulent pas sortir de leur petit monde confortable, tranquille, tu vois, sans danger, sans menace. Alors, j'en suis conscient. Et c'est pour ça que j'insiste un petit peu à refaire des vidéos sur les mêmes thèmes et à essayer de rebanaliser, c'est-à-dire d'être encore plus vulgarisateur, c'est-à-dire de rendre les choses les plus pragmatiques possibles. Dans la dernière vidéo que j'ai faite hier, dans la nuit, là, ce matin, sur les complots, le complotisme, la complosphère, j'essaie de bien détailler chaque secteur pour que les gens comprennent qu'on n'est pas juste des gens qui sont dans le délire, il y a bien une réalité derrière tout ça, qu'il y a bien une élite qui est cachée, qui détient à quelques familles 90% des richesses. Tout ça, c'est vérifiable. Donc j'essaie d'apporter des éléments, mais il faut laisser le temps au temps. Quoi. Je veux dire, il y a vraiment des gens qui n'ont pas du tout envie de savoir. À commencer par ma propre famille. Hein. Ma propre mère me dit, mais moi, j'ai pas envie de savoir. Elle m'a dit, et même si demain je sais, qu'est-ce que je vais faire de toute façon, je pourrais rien changer. Voilà le discours. Donc c'est sûr, si tout le monde dit ça, voilà, c'est tout, on les laisse faire. Alors. On n'avance pas. Bah non. On se peut. Ma mère me dit ça aussi exactement dans les mêmes termes. Oui. Alors, c'est pas pour ça que moi je vais arrêter de faire ce que j'ai à faire. Vous savez, peut-être que ça va vous donner de l'espoir, mais tous les jours, je reçois entre 10 et 20 mails de personnes qui me remercient parce que grâce à mes vidéos, ils ont compris vachement de choses, ils se sont éveillés à vachement de choses, ils ont changé même de vie des fois, et c'est tous les jours. Donc c'est quand même encourageant. Hein ? Oui, évidemment. C'est super. Et c'est vrai que même moi dans ma vie, j'ai peut-être convaincu, on va dire 3, 4, 5 personnes. C'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Il faut pas perdre espoir. Ça va venir. Il faut du temps, c'est tout. C'est ça, c'est tout à fait ça. Bon, on n'a pas le pouvoir d'un Michel Simès qui, quand il raconte des conneries à la télé, il fait des centaines de milliers d'émules derrière lui. Mais quand on en fait quelques unités ou quelques dizaines, c'est déjà beaucoup. Voilà. Il fait des mules, ouais. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vais vous laisser. Bonne nuit, merci pour tout. Bonne soirée. Excusez-moi. Ouais. Une dernière petite question. Oui. Les lives de Discord, ils sont enregistrés ou pas? On peut les retrouver? Ouais. Ils sont enregistrés absolument. Tu peux demander à Metotsu, qui est encore notre modérateur, super modérateur. Il enregistre tout et il te donnera tous les conseils pour aller les chercher. Mais tout est là sur la gauche. Tu as tous les onglets, tu as tous les lives Discord, tout ça c'est enregistré. Super, merci. Bonne nuit. Merci à vous. À tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir. Et l'oiseau, tu t'en vas là? Ouais. Parce que je suis sur un autre truc en même temps. D'accord. Vous êtes sur le salon d'Alix? Non. Enfin, en même temps. Non, pas en même temps, mais j'ai un autre truc là qui m'attend. D'accord. À bientôt. On parlera une autre fois. Ouais, pas de problème. À plus. À plus, ciao.